Bienvenue dans ImoTalk, épisode 4. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisqu'on va parler de location courte durée. Comment transformer la location courte durée, la LCD, la LMD, peu importe les termes qu'on utilise aujourd'hui, en un véritable business rentable. Tu es au bon endroit. Dans cet épisode, on va évidemment parler de l'environnement politique actuel. Est-ce qu'il fait toujours bon de faire cette activité-là? Quelles sont les contraintes? Quels sont les blocages? Comment les contourner intelligemment? Donc, on va parler stratégie, on va parler optimisation, parle également de cas concrets. On a des cas concrets pour les débutants, pour les personnes qui sont déjà en activité. Tu verras, tu repartiras avec des conseils actionnables et des retours d'expérience concret. Et si tu arrives dans cette vidéo et que tu ne sais pas qui on est, tu te demandes qui sont ces personnes-là. Nous sommes 3 investisseurs immobiliers. Mehdi, investisseur immobilier et spécialiste en bâtiment depuis une dizaine d'années. Il opère principalement du côté de Lyon. On a également Simon qui lui est investisseur immobilier et agent immobilier. Lui opère plutôt du côté du Nord. Et moi-même, TJF, investisseur immobilier depuis 8 ans. Également marchand de biens, sous-loueur professionnel. Et mon terrain de jeu, c'est la région parisienne, l'Île-de-France. C'est parti pour une grosse session sur cette activité-là. Et bien évidemment, il y a des passages où on répond à vos questions, à vos interrogations, à votre actualité, à vous. C'est parti. Bon, ça va? Très fatigué. C'est vrai. Très fatigué avec la nouvelle vie, là, très fatigué. Ouais, félicitations. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis, Jeff a eu un heureux événement il y a quelques semaines. Donc, il est papa. Donc, félicitations à lui. Plein de bonheur. Plein de courage aussi. À la famille. Du courage et des nuits de sommeil. Exactement. Ce qu'on te souhaite. Non, mais c'est cool. De nouveaux challenges, c'est très bien. Bah, maintenant, moi, tu as une raison supplémentaire. Exactement, c'est ce que je dis. Exactement. Bonne année, bonne santé à tous, les amis. On vous avait pas oui, c'est vrai. Meilleurs vœux. On n'avait pas fait de space depuis janvier. Donc, vraiment, plein de bonnes choses à vous. La santé surtout. De l'immobilier, du patrimoine, développer du patrimoine, de l'économie, de la finance également. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, la belle vie. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Passer à l'action surtout. L'action qui fait changer les choses. On peut être bourré de plein de bonnes intentions, sans action, pas de sucette. Ouais. Alors, inviter co-hôte. Je crois que... Attends. Envoyer des invitations. Donc là, j'ai réinvité Simon. Peut-être qu'il n'avait pas été invité au passage. Place disponible. Ok. On va attendre que ça se remplisse aussi un peu. Ouais. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Salut Simon. Salut, meilleurs vœux à tous. Bonne année, bonne santé. Meilleurs vœux à toi. C'est le plus important, effectivement. Bon, vous avez bien repris l'année. Jeff me disait qu'il avait repris sur les chapeaux de roue. Et toi, Simon, ça se passe? Ah oui, c'est pareil. Des gens qui étaient un peu en stand-by, ils se sont dit, allez, c'est bon, on y va. Oui, c'est une reprise assez folle, que ce soit dans la partie transaction, dans la partie, allez, on y va, on va de l'avant, on fait de l'investissement IMO. Donc oui, très, très, très bon début d'année. Ouais. Pareil de mon côté, c'est dingue. Moi, ça a commencé entre Noël et le jour de l'an. Alors, décembre, très très calme, début décembre. Alors, entre Noël et le jour de l'an, et après, derrière, tout début janvier, le nombre de personnes que j'ai eu en contact à droite, à gauche, de mon entourage, mais également des personnes sur Twitter qui voulaient se lancer dans l'investissement immobilier, etc. C'est les nouvelles résolutions, on va dire ça comme ça, ou des gens qui ont profité de cette nouvelle année ou se disaient, ont reporté leur projet, on va dire, en janvier. On a également eu, je pense, la baisse des taux qui a pas mal facilité un peu ça. Et il y a pas mal de gens qui se sont lancés soit pour de la résidence principale, soit pour de l'investissement locatif, là, dans cette nouvelle année, sur des investissements. Et c'est cool de voir ça. Ça bouge. Ah bah, je te rejoins totalement. Vraiment, c'est la même chose. Beaucoup de demandes. Tant mieux, c'est tout ce qu'on veut. Alors, je voulais qu'on parle aujourd'hui d'Airbnb, parce que finalement, on en a parlé brièvement lors de certains spaces, mais on n'a jamais vraiment été en profondeur dans ce qu'on pouvait proposer dans nos activités d'Airbnb, dans notre vue du marché également, en location courte durée, sur ce qui était possible de faire en France aujourd'hui, avec une législation qui bouge, avec une législation qui se contraint, avec un marché qui se crispe également. Et je voulais avoir votre avis. Alors, Simon, ça va plutôt être on va dire, ton avis d'agent immobilier, aussi des personnes que tu accompagnes, on va dire extérieur du fait de ce que tu vois. Est-ce qu'il y a des personnes qui te contactent et qui sont intéressées par l'investissement, on va dire en Airbnb, ou qui vont se positionner sur des biens exclusivement destinés à la location courte durée? Et toi, TJF, parce que tu en as fait ton activité, aujourd'hui, tu as pas mal de location courte durée. En tout cas, tu en as eu pas mal par le passé, je le sais.
Tu as également une activité de sous-location professionnelle. Tu formes des gens à faire de la sous-location professionnelle. Ouais, Et c'est quid ça. de cette activité-là, quid du futur de cette activité-là, où on en est à l'instant T, en janvier 2025, sur le Airbnb en France, on entend beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui passent à droite et à gauche. Le Airbnb, c'est fini. Ou alors d'autres personnes qui continuent à te vendre des Airbnb comme de l'Eldorado. Comme l'Eldorado plutôt. On va être un peu mesuré. Par contre, on va dire la vérité ici. C'est notre mantra. Hein. C'est comme ça qu'on se positionne. Et on va essayer d'être le plus clair et le plus exhaustif possible sur cette activité-là. Alors, qui veut prendre la parole? Est-ce que vous voulez faire un point marché? TJF, toi, par rapport à ton activité Airbnb, qu'est-ce que tu dirais là à l'instant T? Est-ce qu'on peut encore en faire? Est-ce qu'on peut moins en faire? Qu'est-ce que ça dit du côté de Paris? Parce que Paris, c'est compliqué, hein, les Airbnb, mais voilà. Où vous en êtes? Bah, en fait, Airbnb, c'est pas une petite société qui sort de nulle part. Airbnb, ça a été créé il y a presque 20 ans. C'est clairement rentré. On m'entend ou pas là? Ouais, on t'entend parfaitement. Ok, On t'entend bien. c'est clairement rentré dans le paysage mondial de l'hébergement. Donc, on ne va pas évincer du jour au lendemain Airbnb. Ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent. Est-ce que c'est régulé? Ça va être régulé? Oui, certainement. Et je pense, d'ailleurs, les gens pourraient penser le contraire. Je pense que c'est une bonne chose. On pourra développer un peu plus tard. Mais c'est mort pour les On va laisser se reconnecter. Essaye de te reconnecter, TJF, on t'entend pas du tout en fait. Donc, peut-être qu'il faut que tu te reconnectes, j'en sais rien. Oui, Euh, je vais prendre le relais ouais, rapidement. Simon. Sachant que c'est pas mon grand cœur de métier, Massime, mais en tant qu'agent immobilier, je vais toujours donner cette opinion-là. Moi, c'était pas ma grande spécialité, location courte durée, location courte durée. J'ai de la demande en tant qu'agent immobilier, mais les gens sont quand même sont beaucoup le pied sur le frein. C'est de se dire, bon, c'est pas mal, je vais essayer, je veux faire du Airbnb, mais si jamais, j'aimerais louer en longue durée. Moi, j'ai ce profil d'investisseur-là sur la couronne de l'île, Allô? première couronne de l'île. Oui, on t'entend de nouveau. Ok, voilà, j'ai changé d'écouteur. J'espère que ça ne va pas couper. Est-ce qu'on m'entend aussi bien que tout à l'heure? On t'entend très bien. Ça va le faire. C'est parfait. Du coup, je disais, ça va être compliqué pour les amateurs. Les personnes qui viennent en mode opportuniste, tu veux faire du Airbnb sans grande stratégie, sans... Ouais, ça recoupe. On va avoir un souci. Je pense que ça vient du micro. Je sais pas si ça vient des écouteurs, TJF. Tu devrais peut-être essayer en mode haut-parleur. Enfin, je sais même pas s'il nous entend, mais ça recoupe. Par rapport à ce que tu disais, au niveau de Lille, au niveau de la métropole lilloise, Simon, est-ce que vous avez des restrictions? Alors, je sais que oui, mais Oui. Oui, on a des belles restrictions. On a des belles restrictions, c'est quasiment l'interdiction de louer en Airbnb dans tout ce qui est partie touristique de l'île. Oui, ils se font la chasse, c'est très 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 compliqué d'avoir le permis entre guillemets. Donc en fait, les investisseurs ne se tournent plus exclusivement sur du Airbnb. Mais je rejoins ce que disait TJ de ce qu'on a entendu un petit peu. Effectivement, pour les amateurs, pour les opportunistes, ceux qui veulent faire le premier Airbnb parce qu'on a entendu que c'était top, bah, ça va être compliqué pour eux. Ouais, faut faire les choses correctement parce que la concurrence, elle est tellement devenue délirante ces dernières années avec des gens qui savent ce qu'ils font aujourd'hui, qui savent lancer des Airbnb. Enfin, moi, je sais en lancer en tout cas, qui maîtrisent l'algorithme et qui derrière, en plus de maîtriser l'algorithme, ont un rapport avec la clientèle, sont déjà installés depuis des années, donc ont déjà un compte également Airbnb en tant qu'hôte depuis des années. Aujourd'hui, si tu arrives sur le marché sans vraiment savoir ce que tu fais et que tu penses que tu vas faire de la rentabilité à 2 chiffres juste en lançant un logement en location courte durée, peu importe la zone géographique. Hein. Déjà, premièrement, tu vas te heurter à pas mal de restrictions au niveau des zones tendues. On en parlait. Hein, tu as une demande de changement d'usage qui aujourd'hui est faite, enfin en tout cas est demandée dans toutes les zones tendues en France et qui va venir limiter cette activité-là. Ils ont bien fait, hein, pour reprendre ce que disait Jeff tout à l'heure. Très clairement, aujourd'hui, Airbnb, à un moment donné, je pense qu'il fallait légiférer un petit peu. Alors moi, je suis pas pour légiférer en règle générale. En l'occurrence, en ce qui concerne Airbnb, très clairement, en fait, il y avait une telle disproportion entre ce qu'on pouvait faire en rentabilité sur de la location courte durée en zone tendue et les inconvénients de louer en location longue durée, en plus de la baisse de rentabilité, qu'il n'y avait plus aucun intérêt à louer les appartements en location longue durée. C'est-à-dire que la flexibilité et la rentabilité qu'apportaient les LCD en Airbnb, c'était... fallait vraiment ne pas avoir comment te dire fallait vraiment ne pas savoir vraiment comment ça fonctionne et ne pas être à la page en tant que bailleur de ce qu'il est possible de faire sur Airbnb pour, en zone tendue, continuer à louer en longue durée. Vraiment. S'ils n'avaient pas justement légiféré par rapport à ça, ça aurait été extrêmement compliqué. Après, derrière, où on en est, là, très clairement, moi, ce que je conseille et ce que je vois également par rapport aux personnes qui m'entourent, c'est que toutes les zones géographiques où on peut encore faire du Airbnb, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours et ça fonctionne toujours très bien quand c'est fait correctement. Et il y a des rendements qui sont extrêmement importants. Là, pas plus tard que... Alors, on peut parler de zones. Hein, il y a des zones qui vont être beaucoup moins tendues que d'autres. Mais là, j'ai un client qui investit du côté de Strasbourg. Donc, on est quand même dans une grande ville française
Il est en centre-ville de Strasbourg. Pour l'instant, il n'est pas encore touché par la législation d'un point de vue du Airbnb, en tout cas pas pour stopper ça, on va dire, ou pour limiter ça. Entre Noël et le jour de l'an, il était plein. Bon, après, il y avait le marché de Noël, mais là, par exemple, il a une 50aine de réservations d'ici à juin prochain. Alors qu'il vient de lancer, on vient de lancer, donc c'est des chiffres qui sont assez exceptionnels. On est quand même sur des prix à l'unité qui sont conséquents, parce qu'on se rapproche de la centaine d'euros pour des appartements qui ne sont pas des appartements de 80 mètres carrés, ce sont des T2, T3. Donc c'est des rendements qui sont assez exceptionnels, on va dire. T-Jeff, t'es avec nous ou pas? Ouais, je pense qu'il doit être en train de régler ça. Je pense aussi, oui. Simon, toi, j'imagine que dans tes calculs, par rapport aux personnes que j'accompagne, j'imagine que tu prends des calculs en location longue durée. Très très peu de mon côté. Moi, je suis plus En location longue durée, je longue vais durée, dire. toujours. Oui, Ouais. longue durée. Toujours longue durée. Parce qu'encore une fois, il y a ce côté, ce brouillard, entre guillemets, avec la chasse de l'État un peu sur la législation des courtes durées. Donc, les gens aiment bien avoir une solution de repli. Et moi, je dis toujours, un investissement immobilier, donc c'est très bien. La courte durée, c'est une optimisation un peu des revenus de l'exploitation. Mais il faut rester quand même sur la base si jamais on peut plus louer, si jamais, je dis bien, repartir sur une location longue durée. Donc oui, je le prends toujours dans mes calculs. C'est la base. Et tu arrives à faire des projections en location courte durée ou pas? Pour donner un petit peu de tips, ou t'en fais pas du tout et tu pars sur une base de location longue durée, que tu dis à tes clients, si vous voulez le tester en location courte durée, faites-le, c'est pas un souci. Mais de base, tu pars sur de la location longue durée pour être sûr de. Oui, moi, la grande, oui, mon cheval de bataille, on va dire, c'est ça, c'est la longue durée. La courte durée, un tout petit peu, mais c'est rare. Mais c'est pas mon credo spécifique. Ok. Donc, oui, c'est beaucoup plus de la longue durée pour moi, de mon côté. Alors, il a fait une demande, T-Jeff. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, Simon? Alors, oui, je regarde. La demande, j'y ai pas accès, mais Bon, au pire, je vais le virer. Désolé, T-Jeff. Alors, retirer. Je vais retirer T-Jeff. Et d'ailleurs, je vais le réinviter en tant que coach. Alors, gérer l'espace. Et ben, supprimer des côtes, et ça marche pas. Si, c'est bon. non, je ne peux pas l'inviter non plus. Si, c'est Oui, bon. c'est bon. Inviter. Envoyer des invitations. Ouais, c'est bon, je l'ai invité. Normalement, c'est bon. S'il est là, en tout cas. Ah, bref, on va continuer la discussion pendant qu'il rejoigne. Est-ce que toi, tu as une vision de comment évolue le marché ou pas du tout du côté de Lille en location courte durée? C'est-à-dire, est-ce que tu as plus de logements qu'avant? Est-ce que c'est plus ou moins rentable? Tu me parlais de professionnalisation de l'activité, ok. Quid du profil d'investisseur qui s'intéresse à ce type de projet-là? Est-ce que tu as une vue ou pas du tout? Oui, si, j'ai une vue de tout ça. Surtout, Lille intramuros, c'est très, très touristique, mine de rien, pour ceux qui connaissent pas très Lille, mais il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, en fait, il y a des investisseurs qui sont venus s'installer là il y a il y a quelques années, qui tournent très, 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 très bien. Qui tournent très bien, c'est beaucoup de tourisme. On est encore sur une forte demande, mais je vois que les Airbnb commencent à migrer dans la première couronne de Lille et puis dans Lille intramuros, et il y a quand même énormément de demandes. Ça, moi, je le vois, mais les gens sont un petit peu freinés, un petit peu, je me répète, sur la législation, où moi, je vois un peu plus côté débutant, même si dans mon réseau, j'ai quand même des investisseurs un peu aguerris qui partent beaucoup plus sur du Airbnb atypique plus que touristique. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on va aborder après, mais où ils sont en train de vraiment améliorer ou partir sur une autre vision au niveau de leur location courte durée. Vraiment, l'atypique, le côté un peu à thème, commence à prendre beaucoup d'ampleur dans le réseau et dans les connaissances que j'ai. Ok, ouais, l'atypique, ça. Alors après, d'ailleurs, il y a aussi une mode, hein. Il faut être lucide. Il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui en ont parlé sur les réseaux sociaux, qui derrière ont développé un petit peu ces activités-là. Et donc forcément, quand beaucoup en parlent, c'est un petit peu comme le LMNP. Ça a coupé, je t'entends plus du tout. Oui, c'est bon, on t'entend. Ça a coupé de nouveau. Est-ce que tu peux essayer de gérer, s'il te plaît, T-Jeff? Oui, Simon. je m'en occupe, j'ai envoyé de nouveau. Ça, je peux discuter, enfin, je peux parler en même temps parce que sinon, on va pas s'en sortir. Oui, ce que je disais, c'est que tout ce qui est atypique, en fait, ça s'est pas mal développé justement avec les influenceurs. Donc, on a vu beaucoup de gens qui commencent à vendre des formations par rapport au logement atypique sur Airbnb, un peu partout en France. Maintenant, gardez en tête, et je parle aux personnes qui nous écoutent, que quand vous investissez dans un Airbnb, on parle d'une love room, ce genre de choses-là, c'est avant tout un business. C'est pas forcément de l'immobilier, c'est avant tout un business. Et un business, derrière, il y a un chiffre d'affaires. Ça se calcule, enfin, la rentabilité se calcule par rapport à un chiffre d'affaires.
et c'est pas vraiment de l'immobilier en tant que tel. D'ailleurs, ça se revend comme un business également, donc ça peut être relativement compliqué derrière de le revendre. Une love room, je le sais, surtout si demain la législation était amenée à se durcifier, on va dire, est relativement important. La liquidité à la revente est quelque chose à prendre en considération. Si Jeff, je vois que tu nous as rejoint. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Par contre, est-ce que, s'il te plaît, quand tu n'interviens pas, est-ce que tu peux juste couper le micro? Parce qu'après, derrière, il y a des bruits parasites. Et on entend beaucoup de bruits parasites. Si tu Ah peux le ouais? faire. Ouais. Attends, je vais essayer avec d'autres écouteurs. Non, mais c'est pas un souci. Là, on t'entend très très bien. Mais c'est juste qu'en fait, Ok. quand c'est excellent. C'est juste quand t'interviens pas, en fait. Après, d'ailleurs, on entend beaucoup de bruits parasites derrière. Ok, ça marche, on va faire comme ça. Vas-y, t'as la parole, hein, Jeff. Hein. Bah, du coup, je sais pas trop ce que vous avez dit en amont, où est-ce que je me suis arrêté. Alors nous, on a parlé Mais grosso modo du Airbnb à Lille, on a parlé de la législation qui est en train de se durcir, on a parlé également du profil d'investisseur aujourd'hui où Simon disait que beaucoup de personnes, on va dire que les gens attendaient de savoir ce qui allait se passer au niveau de la législation d'un point de vue du Airbnb et qui étaient un peu réticents à lancer des Airbnb, que la concurrence également était plus rude qu'avant, donc que le marché s'était professionnalisé. Euh, voilà, moi j'étais en train de parler justement des biens atypiques, c'est-à-dire que Simon me disait que dans la métropole lilloise, il en voyait, lui, c'est-à-dire tout ce qui est Airbnb atypique, etc., etc. Moi, j'ai repris la parole en disant, grosso modo, que fallait faire attention à ça, parce que ça s'était pas mal développé ces derniers temps, notamment grâce ou à cause, hein, on va dire, des influenceurs immobiliers, mais que c'était un business en tant que tel, et qu'il fallait le considérer comme un business, et non comme de l'immobilier. Donc voilà où on en est. Je vais reprendre bah, la parole. de toute manière, pour moi, le Airbnb, la location courte durée, il faut le voir comme de l'entrepreneuriat immobilier. Si tu fais une comparaison avec de l'immobilier locatif que j'ai plus classique à l'année, que ce soit en colocation ou autre, c'est pas le même boulot. Donc, que ce soit des love rooms ou des logements atypiques ou de la location courte durée plus standard, il faut voir cette activité comme une activité commerciale, comme du business. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo là juste à l'heure que j'ai tournée, qui sera sur YouTube, je pense, la semaine prochaine, où j'en parle. Concernant l'offre et la demande, que les gens sont plus, euh, sont plus dubitatifs sur Airbnb, en tout cas sur des projets de location courte durée, moi, ça me va très bien en fait. Pourquoi? Parce que moins il va y avoir de monde et plus ça va laisser de la place aux gens qui sont les plus professionnels. Et, euh, et ça va écrémer, ça va nettoyer un petit peu le marché. Et moi, c'est ce que j'attends. Donc ça me va très bien que ça se régule un peu plus. Ensuite, on m'entend ou pas? On t'entend très bien. Ensuite, par rapport aux personnes qui se disent, bon, et je peux les comprendre, c'est vrai qu'ils sont en train de taper pas mal sur Airbnb, notamment dans les grandes villes. Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète, que je fasse, ça peut être un petit T2 ou de grands ou des immeubles pour faire de la location courte durée? Bah, il y a une solution qui est pas mal, et tu l'as dit tout à l'heure en préambule, c'est la sous-location professionnelle. Moi, j'ai commencé à faire cette activité en 2019 et je continuerai de la faire en 2025. Je suis sur deux, trois touches en ce moment. Parce que l'avantage de cette activité-là, il y en a plein. Alors oui, on n'amortit pas, oui, c'est pas notre bien, oui, il n'y a pas de plus-value, ok, très bien. Mais par contre, il y a plein d'autres avantages où tu peux tester le marché sans t'engager avec un crédit ou autre. Donc ça, c'est très bien. Tu peux encaisser des revenus assez rapidement. Alors oui, il y a un propriétaire, il faut savoir convaincre un propriétaire, il y a une partie juridique administrative à maîtriser et à connaître. Mais moi, je trouve que c'est une bonne alternative pour les personnes qui veulent faire de la location courte durée sans la prise de tête de devoir acheter, de faire un crédit, et ou alors qui ont peur tout simplement de la législation qui pourrait en tout cas, pas bloquer, parce que comme je l'ai dit au tout début, ils vont jamais bloquer Airbnb, c'est trop gros. Et puis ça répond vraiment à une demande réelle. Mais les gens qui ont peut-être peur que dans leur ville, ben, ça soit vraiment réduit de beaucoup. Donc, moi, je conseille pour ces personnes-là de faire de la sous-location professionnelle. C'est flexible, c'est un contrat avec le propriétaire. Il faut bien le verrouiller, attention, mais c'est beaucoup plus flexible qu'un achat immobilier. Alors, question. Euh, Quid de la demande de changement d'usage pour de la sous-location professionnelle? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bon, on a vu, hein, la loi anti-Airbnb est sortie. On sait que ça va être étendu à toute la France aujourd'hui, c'est-à-dire que ils vont donner pouvoir aux maires de pouvoir justement demander aux propriétaires de faire une demande de changement d'usage pour mettre leur logement en location courte durée. Autant vous le dire tout de suite, ça va être uniquement les zones qui sont, on va dire, tendues, parce que les maires, on va dire, dans des zones, dans des petites à moyennes villes, n'ont aucun intérêt, parce que ça ramène de l'activité économique, ça ramène du tourisme. C'est ce que j'allais répondre. Oui, bien entendu. Mais après, d'ailleurs, quid des grandes villes? On parle de Paris, hein, par exemple, hein, quid de la sous-location professionnelle à Paris? Toi, demain, Mais moi, j'en connais pas de personnes qui font de la sous-location à Paris.
Qui va faire de la sous-location à Paris avec tout ce qu'on entend? Je ne connais pas. D'accord. Donc, Justement, c'est cette flexibilité-là qui est intéressante dans la sous-location professionnelle, c'est que tu peux plus facilement t'adapter. Tu vois que c'est la merde à Paris, dans les grandes villes, il n'y a pas que Paris, bah, tu vas ailleurs. Et les gens qui pensent que c'est forcément que dans les grandes villes qu'on peut faire cette activité et que la rentabilité soit au rendez-vous, bah, ils n'ont pas compris. Il y a plein de gens qui font cette activité-là dans des villes qui sont pas énormes. ouais, moi, Et ça fonctionne bien. là, faut vraiment le prendre en considération, ça, et en fait, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, du Airbnb, ça concerne toutes les zones. Alors, toutes les zones géographiques. Attention, hein, je vous dis pas que vous allez lancer un Airbnb dans un corps de ferme au fin fond de la Creuse. Quoique, J'ai quand même, excuse-moi de te couper, j'ai quand même pas mal voyagé et parfois dans des pays un peu reculés. Crois-moi que dans beaucoup d'endroits, même dans certains endroits où tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Il y en a qui le font et ça fonctionne. moi, je sais, j'en fais dans plusieurs zones géographiques, notamment dans une ville où on a 1000 € du mètre carré, qui est au fin fond du Puy-de-Dôme. Enfin, au fin fond. Ça fonctionne, en fait. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous allez toujours trouver des gens qui sont de passage, vous allez toujours trouver des gens qui sont en déplacement professionnel, vous allez toujours trouver des gens qui, après, derrière, veulent venir visiter cette ville-là pour X ou Y raison, parce qu'il y a un monument, parce qu'il y a, on va dire, une particularité qui fait que, à un instant T, les gens vont venir, peut-être un festival ou ce genre de choses-là. Donc, en fait, le but, c'est vraiment d'arriver à faire une étude de marché cohérente par rapport à la ville dans laquelle vous allez investir. Bien entendu, s'il n'y a pas de marché, parce qu'il y a des villes où il n'y a pas de marché, où il y en a très peu, ça existe également, c'est de réussir à faire une étude de marché cohérente. Alors là, je vous conseille le fameux outil qui est pour moi le meilleur outil sur le marché, qui est RDNA. C'est donc RDNA. DNA, c'est je fais mon américain, mais c'est le meilleur outil qu'on ait sur le marché à l'heure actuelle, et vous allez pouvoir payer, je sais même pas si je crois que c'est 30 € maintenant par mois, RDNA. Vous payez 30 € le premier mois, vous faites votre étude de marché sur une ville, et vous allez pouvoir voir le taux de remplissage moyen dans la ville, le chiffre d'affaires en N-1, ainsi que le taux de remplissage de tous les biens qui sont disponibles dans cette ville-là. Parfois même, vous allez pouvoir trouver des biens qui correspondent ou qui sont de la même typologie, de la même gamme que le bien que vous voulez mettre en location par la suite, ce qui vous permet de vous faire un prévisionnel. Donc, ce que nous on fait généralement en location longue durée, quand on teste le marché, on met une fausse annonce justement pour bien tester le marché. En Airbnb, étant donné qu'on peut pas le faire, on peut pas se créer un compte, faire une fausse annonce, etc. C'est qu'on prend des outils, on utilise des outils, et on se calque, on va dire, sur l'exploitation Airbnb de biens similaires aux nôtres dans la même ville en N-1. Et ça, il n'y a pas meilleur outil qu'Airbnb à l'heure actuelle. Ça se fait assez facilement. Et après, d'ailleurs, au niveau de la... Donc toi, ce que tu me dis, Jeff, c'est qu'au niveau de la sous-loc, alors tu as les mêmes obligations que tu vas avoir pour un propriétaire, on va dire, un propriétaire bailleur au niveau de la commune. En revanche, tu as plus de flexibilité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché à un bien. Donc si demain, tu as la législation qui se durcit au niveau d'une zone géographique, au niveau d'une ville, tu as toute l'attitude de pouvoir résilier ton bail avec le propriétaire et d'aller dans une zone qui est plus propice à l'investissement en location courte durée. Tu as tout compris. Et on est en France, c'est-à-dire que les lois françaises prennent du temps, c'est quand même assez lent dans l'exécution en France. Ça peut prendre des fois plusieurs mois, plusieurs années. Mais si tu fais de la sous-loc, en 2 mois, tu arrives à mettre sur pied un logement. Pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, tu fais rentrer des sous. Et là, il y a un problème, hop, on décide de tout arrêter. Même si j'y crois pas vraiment. En tout cas, dans des plus petites villes. Tu fais un préavis, voilà, ça contrat, tu récupères ta caution, tu pars sur autre chose. Et pendant ce temps-là, tu as fait de l'activité, tu as fait quelque chose. C'est dans l'action. Et c'est dans l'action qu'on apprend et qu'on avance. C'est ça que je veux dire. Après, Parce est-ce que que tu en tu as arrives à... beaucoup, j'entends beaucoup de gens qui disent oui, je vais attendre, je vais attendre. Et tu vas attendre jusqu'à quand en fait de faire des activités, de sortir de ta zone de confort, même si on entend tout le temps ça, mais c'est réel. Jusqu'à quand en fait? Tant que tu n'es pas dans l'action, en fait, pour moi, tu recules. Et je le pense vraiment. C'est quand tu es dans l'action que tu avances et puis tu vas avoir des opportunités, tu vas rencontrer des agents immobiliers et ça va t'emmener vers d'autres terres et tu es en mouvement, tu avances. Mais pour moi, c'est pas trop réfléchir et attendre, c'est pas en tout cas pour avancer, c'est pas la bonne chose à faire selon moi. Alors, on va parler pratico-pratique. Euh, Toi, tu me dirais, alors moi, je vais prendre la parole. Après, d'ailleurs, Simon, je te laisserai parler, hein, si tu veux réagir par rapport à ça, c'est pas un souci, hein. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans une zone, on va dire, entre 1000 et 2500 € du mètre carré, pour faire large, j'ai un différentiel entre le loyer que je vais encaisser et net en longue durée et le loyer net que je vais encaisser en location courte durée, donc loué sur un mois et lissé sur l'année, donc sur 12 mois vraiment. Je vais avoir un différentiel d'à peu près 300-400 € en plus en location courte durée. Pas plus que ça. Quelle Parce que surface, tu as pardon, dit? Quelle surface? on est sur des T2. Ok. Là, on est sur des T2, pas plus que des T2. En règle générale, on est là-dessus parce que derrière, il faut rajouter toutes les charges, bien entendu, qui incombent aux propriétaires
en location courte durée que vous n'avez pas si vous louez en location longue durée, simplement parce que le contrat d'énergie, c'est vous qui allez l'avoir. La conciergerie, sachant qu'en plus de ça, moi, je sous-traite la gestion. C'est-à-dire que c'est pas moi qui gère, bien entendu, j'ai 20% de conciergerie. Donc, c'est bien entendu, d'un côté comme de l'autre, c'est en ayant délégué la gestion. Donc, d'un côté, en ayant délégué la gestion avec 7% TTC au niveau des loyers encaissés pour la location longue durée, et de l'autre côté, 20% en termes de conciergerie. Je suis sur un différentiel d'à peu près celui que je vais vous dire. Donc, en moyenne, on est à peu près sur du 400 euros. Après, derrière, bien entendu, là où ça va être plus intéressant, c'est quand on monte sur du bail mobilité, ça on en discutera plus tard, où ça va être très très intéressant. Et là, pour le coup, la rentabilité est largement supérieure. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire à l'heure actuelle dans ce type de ville-là. Toi, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ton activité, T-Jeff, en sous-location professionnelle? Est-ce que tu as un ou deux chiffres à nous donner, là, comme ça, juste pour dire, sans bien entendu, en étant parfaitement réaliste et en prenant en compte toutes les charges? Parce que moi, je prends tout, hein. Je prends même l'entretien, tout ce que tu veux, hein. Donc, en prenant en compte toutes les charges, est-ce que tu as deux, trois chiffres dans des villes, encore une fois, où on ne va pas dépasser les 2500 euros du mètre carré pour toucher le maximum de personnes? On m'entend pas? Ouais, on t'entend très bien. Après, essaye Est-ce de que prendre tu une base veux... de T2. Essaye de prendre une base de T2, c'est mieux. Ah, justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'on part sur des grandes surfaces ou des petites surfaces? Non, essaye de prendre sur une base un T2, parce qu'en fait, c'est le type d'investissement qui va toucher le plus de monde. Tu vois, le T2 de 40 et quelques mètres carrés. Je suis d'accord, mais si je dois donner quand même voilà, un petit conseil, privilégiez plutôt à partir de T3, T4, si vous pouvez vous le permettre. C'est là, parce que j'ai autant du studio que de la maison, et je trouve en termes de ratio énergie-rentabilité, temps, il est meilleur à partir du T3 ou du T4. Ça, Peu c'est importe ville. le petit aparté, mais il faut démarrer, il faut bien démarrer, et moi, j'avais démarré avec deux studios, donc il n'y a pas de problème, je peux partir sur ce type de surface. Et je pense qu'il faut quand même démarrer comme ça pour se faire la main. Donc, tu Là m'as où demandé des chiffres. excuse-moi, là, je vais juste délier un petit peu. Là, excuse-moi, je te coupe. Moi, j'ai juste du mal avec un point au niveau de la grande surface, enfin deux points même. C'est un, les coûts de l'énergie qui ont explosé, et deux, surtout les coûts d'entretien avec la vétusté, c'est-à-dire la femme de ménage et tout. Enfin, mettre un coup nettoyage dans un 30 mètres carrés, c'est pas la même chose que de mettre un coup de nettoyage dans 90 mètres carrés. Et des fois, tu peux avoir des commentaires qui vont vite, enfin, qui vont arriver très très vite en fait, parce que finalement, il suffit qu'il y ait, tu vois une toile d'araignée dans les 90 mètres carrés où tu peux avoir un commentaire qui vient de descendre. C'est les deux problématiques que j'aime avec les grandes surfaces en location courte durée. C'est pour ça qu'il faut se professionnaliser et que je dis qu'il faut le voir vraiment comme une activité professionnelle. Parce que j'avais eu la même crainte au départ, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est que pour moi, c'est plus intéressant de partir à partir de T3 plutôt qu'un studio. Sachant que le studio, comme tu l'as très bien dit, ça concerne beaucoup de monde et beaucoup de monde va aller vers le studio, donc beaucoup plus de concurrence. Ça, il faut le savoir. Et donc, potentiellement, tu peux te retrouver avec des gens qui font exactement la même chose et ta rentabilité peut se réduire. Il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, moi, je donne mon expérience par rapport aux deux. Mais je sais que de manière générale, les gens vont commencer avec une petite surface. Donc, moi, il n'y a pas de problème pour faire l'exercice avec une petite surface. Ok. Niveau chiffres? Alors, partons sur des studios de 25, 27, 28 mètres carrés. Aujourd'hui, il me reste, j'ai deux studios en sous-loc de 25 et 28 mètres carrés. Globalement, ça va faire du 1400, 1500 euros de CA, chiffre d'affaires, par mois. En moyenne, un taux de remplissage de 70, 80, ça va dépendre des mois. Je précise parce que peut-être les gens ne savent pas, c'est en région parisienne. Parce que certains vont dire, ah, moi je suis dans le centre, c'est un peu moins dynamique. Il faut être quand même transparent. Je suis en région parisienne, limite petite couronne. Donc on va assez proche de Paris en transport. Ça, c'est quand même une donnée importante. Donc je vais faire du 1400, 1500 euros de chiffre d'affaires mensuel. Derrière, les plus gros coûts, c'est quoi? C'est la mensualité si tu fais de l'achat ou le loyer si tu fais de la sous-location professionnelle. Généralement, j'essaye de ne pas dépasser 650 euros, 680 euros le loyer pour un studio. Parce que pour voir d'autres personnes qui le font ou des fois des gens qu'on forme et qui veulent aller plus haut, ils se retrouvent avec un loyer qui est trop élevé et du coup, c'est pas rentable. Donc moi, je conseille de ne pas dépasser les 600, après en région parisienne, de ne pas dépasser les 650 euros, 670 euros max de loyer. Donc tu retires ça. La deuxième plus grosse charge, ça va être pas la conciergerie. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de la conciergerie. D'ailleurs, j'ai un problème avec eux. J'en ai fait une vidéo. Je sais que je trouve qu'ils sont trop, ils prennent trop de manière générale. Parce que quand tu vas, je vais donner un exemple. Tu loues un bien sur Airbnb, la personne, elle va rester 15 jours. On m'entend ou pas? Ouais, on t'entend. On t'entend bien. Elle va rester 15 jours. On sait bien que de manière générale, que
le client, il va pas t'embêter 15 jours sur 15. T'es d'accord avec moi? Ouais. De manière générale, il va pas t'embêter 15 jours sur 15. Donc Alors, toi, tu pourquoi la voudrais tu voudrais que plus il reste, plus le pourcentage C'est baisse. pas que je voudrais, c'est que moi, maintenant, je travaille de cette manière-là avec les gens qui veulent travailler avec nous. Ok, mais c'est quoi la décote que tu fais? Non, en fait, c'est que moi, comment je travaille, c'est soit j'avais deux méthodes. Soit quand je passais encore par des conciergeries, aujourd'hui j'ai d'autres moyens alternatifs. Mais quand je passais par des conciergeries, je leur disais écoutez, j'ai plusieurs biens à vous proposer. Quand une personne va rester 7 jours et plus, je ne veux plus qu'on passe sur le classique 15, 20, 25% du chiffre d'affaires, mais je veux qu'on passe sur un forfait. Et bien, une fois sur deux, ça passait. Une fois sur deux, ça passait parce que si tu peux pas, pour l'exemple que j'ai cité, une personne qui reste 15 jours, tu vas pas être sollicité 15 jours tout le temps. Très souvent, la personne vient, bonjour, je suis bien dans l'appartement, c'est sympa, et après, elle va te recontacter vers la fin en disant comment elle doit partir, où est-ce que je laisse les clés, etc. Donc, pourquoi je dois te payer chaque jour que cette personne est là, 20-25% de mon chiffre d'affaires? Ça n'a pas de sens pour moi. Après, je dis pas que c'est facile à négocier. Et moi, c'est quelque chose que je mettais en place à l'époque où je passais par des conciergeries. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une optique j'ai des équipes ménage et ensuite j'ai des assistantes virtuelles. Et là, c'est bon, peut-être pour des débutants, c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur combo et c'est ce qui me permet de réduire mes charges. Mais façon classique, on va dire que tu as une conciergerie. La conciergerie, parce qu'il faut quand même repartir sur l'exemple, 1400, 1500 euros de chiffre d'affaires, 670 euros de loyer. La conciergerie, aller sur un studio, tu vas peut-être payer 300 balles, 350 balles. Tu es d'accord avec moi? Ouais, on est à peu près là-dessus. Moi, je suis. Après, d'ailleurs, moi, c'est un petit peu comme toi parce que j'ai pas de contact avec les conciergeries. Moi, je prends 20% parce que c'est ce que je mets pour mes clients. Mais moi, Et d'ailleurs, t'en j'ai as une juriste. qui prennent 30, hein, 25, 30, Ouais, facile. moi, j'ai une juriste en droit immobilier qui derrière a monté une autre entreprise et qui s'occupe de mes biens en location courte durée. Donc, pour moi, c'est plus simple. Tu vois, c'est pareil, c'est au forfait. Donc, je suis à moins que ça en réalité, mais ouais, on va compter moins 350. Ouais, c'est à peu près ça, je dirais. Ok, 350. J'avais pas ma calculette en tête. Ça fait Bon, combien je l'ai. 1000 On est à 500 balles. Voilà. On a 500. Il reste à peu près 500 là. Il reste à peu près 500. Électricité, bon, ça va dépendre du type de logement, comment c'est isolé, quel type de chauffage tu as, etc. Mais aujourd'hui, on peut partir en moyenne sur du 60-70. Facile. Ouais. Ça dépend de la superficie aussi, c'est toujours pareil, hein. Ouais, mais là, Voilà. on était parti sur un studio. Ouais, non, tu vas être à peu près à ça. Ouais. Tu vas être à 70 balles. Là, on est à 430, auquel tu vas enlever derrière. Internet, on va dire aller 25 balles. Ouais, c'est ce En que je voulais dire. fonction, et il y a des petites alternatives, tu peux prendre des clés 4G ou bon, ce genre de choses, si tu veux encore minimiser le coût. Mais on va dire que tu pars sur un forfait classique, Freebox Revolution, je sais pas quoi, 25-30 balles, peut-être un peu moins la première année, enfin bref. Mm. Et après, je vais rajouter un petit peu de divers. Il va rester, Divers, attends, il va rester quand même l'eau derrière. Bon, après l'eau, on peut enlever 30 balles. Il va rester la fourniture. Tout ce qui est fourniture, etc., c'est toi qui remets, bah, hein. généralement, je m'arrange avec c'est compris dans le 350. En D'accord. tout cas, moi, la manière de je fais. Le ménage, tu refactures tout sur Airbnb? Tu répercutes tout? Ouais, Ok. Mais y compris la blanchisserie. ouais. Ok. Et d'ailleurs, tu comptes pas d'entretien. L'entretien du logement, Ouais. c'est pour ça que je mets dans divers. Ok. Même si, pour moi, bon, il y a toujours moyen de récupérer, on va dire, via les cautions, un petit peu, parce que des fois, les gens vont dégrader, vont fumer, ce genre de choses. Tu peux récupérer une partie dans la caution. Et très souvent, c'est une partie de cette caution qui va servir justement à, à rafraîchir un petit peu le logement. Ok. Donc tu vas être à peu près entre 350, ouais, à peu près à 350 euros, on va dire. Si avec C'est un ça. loyer à 3, 650, ouais, quoi, on c'est retombe ça. sur le même chiffre, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. On retombe sur le même chiffre. Ok, propre. Donc t'en as 4, tu fais un SMIC. Vulgairement, on peut dire ça, mais oui, Ok. on peut dire ça. Ok. Et ça se Là, c'est développe un comment exemple cette assez activité là? concret sur un studio que les gens peuvent faire. Tout le monde peut démarrer avec un studio. Et c'est plus ou moins les chiffres que vous allez faire. Entre 300 et 500 euros. Si vous êtes en dessous, c'est pas bon, je vous déconseille, c'est dangereux. Dans cette activité, il faut faire quand même un minimum de cash flow. On ne sait jamais ce qui peut y arriver derrière, ce qui peut arriver pardon, derrière. Et si vous faites mieux, bah, c'est que vous êtes très bon. Ça, toi, tu t'es spécialisé dans. Là, t'es en Île-de-France. Est-ce que tu es resté dans les mêmes villes ou est-ce que tu as vu plusieurs villes avec plusieurs tranches différentes? Alors après, derrière, l'Île-de-France, c'est très grand, mais en même temps, C'est ce que j'allais dire, c'est grand l'Île-de-France. Après, moi, comme je forme et j'accompagne des gens,
les gens ne viennent pas forcément de là où j'investis. Ils viennent même peut-être pas forcément d'Île-de-France. Ouais. Donc, mais en Île-de-France, il y a de tout. Il y en a qui sont dans le 94, dans le 91, dans le 78. euh, de- voilà, Et on est plus ou moins sur les mêmes chiffres. plus ou moins, ouais. Ok. C'est cool. Derrière, en termes de charge de travail, parce que là, tu n'as pas compté. Alors, si, tu as compté un petit peu une conciergerie et tout. Derrière, en termes de. Ouais, parce que là, on a compté la conciergerie, donc il n'y a pas de souci. Ouais, en termes de charge de travail, il n'y en a pas énorme, hein, de toute façon. Enfin, derrière, une fois que tu Il y en a délègues, pas. c'est juste de la gestion, C'est c'est de la c'est marrant, paperasse. tu, c'est marrant, tu spoil une vidéo que j'ai tournée dans l'après-midi sur ce sujet-là, sur mes réalités sur la location courte durée. Non, on va dire que c'est pas, c'est une fois que tu as vraiment les bonnes équipes, que tu automatises, que tu es bien entouré, et c'est pour ça que je dis la location courte durée, c'est pour moi un business d'équipe. Je trouve que c'est dur de gérer cette activité-là, en tout cas lorsque tu veux en faire plusieurs, tout seul. Pour moi, tu vas être limité. Il faut être entouré. Et une Ouais, fois que tu as trouvé plusieurs équipes de ménage, déjà, je le dis dans la vidéo, mais le chiffre 1, c'est dangereux. Quand je dis le chiffre 1, ça veut dire, ne vous dites pas, c'est bon, je travaille avec une conciergerie, je travaille avec une équipe ménage, je travaille avec un artisan, c'est bon, j'ai mon équipe, tout va bien rouler. Parce que je peux vous le dire, je mets ma main à couper par expérience que peut-être d'ici un an, vous n'allez pas travailler avec la même femme de ménage, vous n'allez peut-être pas travailler avec la même conciergerie, et l'artisan avec qui vous avez l'habitude de travailler, il va en avoir marre de bosser uniquement sur de la maintenance. Voilà. Il voudra faire autre chose, il voudra partir sur des projets plus gros, plus consistants. Et c'est pour ça que je dis sur vos téléphones, dans vos contacts, toujours avoir plusieurs équipes de ménage sur qui vous pouvez compter. Des conciergeries, gardez-les en contact. Des artisans, il faut en avoir plusieurs. Parce que l'artisan en question, peut-être, voilà, il va falloir régler un problème assez rapidement. Il sera pas là, il sera en vacances ou je sais pas où. Donc, il faudra compter sur une autre personne. Donc, ayez toujours plusieurs personnes dans votre entourage et ça devrait bien se passer. Ouais, et surtout demain, moi aussi, c'est ça, je le répète beaucoup. Par exemple, là, tout à l'heure, je discutais avec Simon, je lui disais que j'avais une personne que j'accompagne qui vient à lancer là, cet hiver une location courte durée du côté de Strasbourg. Donc on est plutôt en zone tendue, hein, ça a très bien fonctionné. Là, il a beaucoup de réservations, tout ce que tu veux, mais pour l'instant, il gère tout seul. Bon, il est jeune, il a le temps, il n'y a pas de souci, il fait ça à côté du taf et tout. La problématique, c'est que je lui ai dit, dès aujourd'hui, commence à te structurer. C'est-à-dire, commence à te renseigner pour avoir le nom d'une salle de ménage, à la rigueur une conciergerie à qui déléguer plus tard, et surtout, 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 et ça n'était notre taf aussi, c'est qu'on l'a compté en amont, on va dire, dans le business plan. C'est-à-dire que sa rentabilité, il l'a faite également en ayant sous-traité la gestion locative. Parce que ça, c'est quand on investit dans l'immobilier, on a tendance à minorer les charges. Jamais, ne minorez jamais les charges. Majorez-les, comme ça, vous n'aurez pas de surprise par la suite. Et partez toujours du principe que vous êtes ici aujourd'hui, vous ne savez pas où vous serez dans 5 ans, dans 10 ans et tout. Donc pour l'instant, vous gérez votre logement. Quid de dans 2, 3, 4, 5 ans. Alors là, on sort un petit peu de la sous-location professionnelle, on va parler d'investissement immobilier au sens large, mais y compris de la location courte durée, dans l'investissement immobilier au sens large, c'est-à-dire pour l'achat. Toujours prendre ça en considération, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir revendre un bien immobilier en n'ayant pas budgété des charges qui vous tombent sur la tronche du jour au lendemain et auxquelles vous n'êtes pas préparé. Et c'est souvent ce qui arrive. Après, d'ailleurs, tu les retrouves en train de chialer sur Twitter en disant plus jamais l'immobilier, j'ai tout revendu. Ouais, mais mon gars, si tu as fait les choses n'importe comment, si tu n'as rien budgétisé et qu'à la fin, tu te trouves avec des charges qui sont multipliées par 2 parce que tu n'y étais pas préparé en amont, c'est pas grave, mais c'est juste que tu as fait n'importe quoi, donc viens pas te plaindre par la suite. Et on se rend compte que souvent, ces profils, ce sont ces profils-là, en fait, au final. Donc, budgétiser toujours plus pour ne pas avoir de surprise, que ce soit pour de la longue durée, de la courte durée, de la colocation, ce que vous voulez, de la sous-location professionnelle, de l'achat, n'importe quoi, même pour de l'achat-revente, hein, pour des opérations de marchand de biens, vous avez des travaux effectués, majoré Encore plus, encore plus en marchand. en marchand, majoré de 10%. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si on a des marchands de biens avec nous, mais en tout cas, même pour du locatif, vous avez des travaux à faire, majoré de 10%. Parce que d'expérience, moi, on a soit pour 10, plus 10%, soit moins 10% sur les travaux, quoi qu'il arrive. Donc, si c'est moins 10%, bah, tant mieux. Ça nous laisse un petit matelas derrière et une petite trésorerie supplémentaire. Par contre, si on en a pour plus 10%, il faut qu'on soit prêt à ça. Il faut qu'on soit prêt à pouvoir sortir derrière l'argent, le chéquier, etc. et qu'on les budgétise, quoi. Ok, bah, super intéressant en tout cas, on a parlé chiffres. Simon, tu veux rajouter quelque chose là par rapport à ce qu'on vient de dire? Oui, oui, oui. Donc, pour revenir sur les 10%, oui, toujours, toujours, toujours prévoir 10%, c'est la base. Il faut tout anticiper. Et j'ai plus une question pour Jeff. Est-ce que tu vois une différence entre la taille des logements au niveau de la durée de location, en courte durée? Est-ce que du studio, on se limite à 1 ou 2 nuits? Est-ce qu'un T3, T4, on est plus sur une semaine, 2 semaines? Est-ce que tu vois une réelle différence? Ouais, elle est quand même là. De manière générale, les plus petites surfaces vont être louées peu de jours.
2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être plus, hein, mais c'est plus rare. Alors qu'effectivement, dans les grandes surfaces, je vais en fait, moi, travailler une cible plus professionnelle. Comme on est sur des logements avec 3, 4 chambres, ma stratégie, elle est vraiment de viser des professionnels. Et les professionnels, généralement, ils viennent assez régulièrement. Moi, ça m'arrive où j'ai un contact, j'ai la société qui me dit voilà, je dois placer tel salarié parce qu'il y a un chantier là ou parce que les techniciens doivent faire je ne sais pas quoi dans le secteur pendant 3 semaines. Ils vont prendre 3 semaines et c'est pas rare qu'ils prolongent. Ou alors, quelques mois après, ils vont réserver encore pour une longue durée. Et c'est aussi ça qui me plaît tout à l'heure, pourquoi je parlais des logements un peu plus grands, c'est qu'on va plus naturellement vers de la moyenne durée. Et je pense aujourd'hui que la moyenne durée, c'est pour moi c'est pour moi là où il faut aller, plutôt que de la courte durée. Ouais, j'ai passé beaucoup de logements en moyenne durée, c'est bail mobilité, tu veux dire? L'immobilier quoi, tu as dit? Je t'ai dit c'est bail mobilité quand tu dis moyenne durée? Quand je dis moyenne durée, c'est sur la durée, la durée moyenne de location. D'accord, Mais mais ça peut être fait par il y a plusieurs types de bail. Hein. Il y a bail mobilité, il y en a plusieurs. mais donne-moi un chiffre. C'est-à-dire, tu parles de 2 mois, 1 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois? À partir de 1 mois. D'accord. À partir de 1 mois ça peut être prolongé aussi. Tu peux avoir aussi, par exemple, des personnes qui font du télétravail. On avait une personne comme ça, elle fait du télétravail. Elle a besoin du logement que 3 ou 4 jours dans la semaine. Et les jours, elle en a pas besoin. Mais par contre, elle veut pouvoir louer, cette personne veut louer ce logement 3, 4 jours dans la semaine, mais sur une moyenne durée. Tu sais le truc? Ouais, ouais, bien sûr. Et Moi, donc, il y a des bails, il y a des baux, pardon, civils, mobilité. Il y en a plein, c'est juste que les gens ne connaissent pas forcément, qui sont adaptés à ce type de profil. En fait, on est dans une ère aujourd'hui où il y a tellement de types de profils. Il y a des gens qui sont salariés, mais qui ont des besoins court terme. Il y a des gens qui sont télétravailleurs, qui bougent à gauche, à droite. Il y a plein de types de profils. Et en face, tu as différents types de bails pour ces profils-là. Il faut s'adapter, en d'ailleurs, fait, au nouveau monde. d'ailleurs, le bail code civil, on sort de l'encadrement des loyers, hein, soit dit en passant. Bon, Exactement. je vais glisser au passage, mais on sort de l'encadrement des loyers. Et oui, dernière chose, moi j'ai passé pas mal de biens que j'ai, et c'est ce que je fais aussi sur mes business plans que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est essayer toujours de voir si vous pouvez pas faire un bail mobilité. Ça se fait très bien dans certaines zones géographiques, où pendant 10 mois, vous allez pouvoir louer un étudiant ou un jeune actif, c'est-à-dire de la période de septembre à fin juin, et ensuite juillet et août, vous allez pouvoir bénéficier de la période estivale pour pouvoir louer en Airbnb. Et bon, Airbnb, période estivale, quasiment partout en France, encore une fois. Bon, je dis dans les grandes lignes, hein, encore une fois, mais ça fonctionne. En réalité, vous allez avoir entre 20 et 30 jours, on va dire, de remplissage dans la grande majorité des coins en France aujourd'hui en période estivale. Et ça se fait beaucoup dans les petites à moyennes villes françaises, et ça marche extrêmement bien. Et moi, j'ai passé pas mal de biens comme ça. J'ai pas mal de biens que j'avais en location longue durée, que j'ai passé à changement des locataires en bail mobilité, où j'ai mis des étudiants à l'intérieur. Ça leur va très bien. Étudiants à cycle long, ils retournent chez leurs parents l'été, ils reviennent derrière en septembre, et on fait un roulement comme ça. Comme ça. Et ça, on allie en fait la flexibilité de la courte durée avec la rentabilité de la courte durée, tout en ayant les avantages de la longue durée pendant la période off-saison, entre guillemets, de la location courte durée. Donc on a les avantages d'un côté sans avoir les inconvénients, et les avantages de l'autre sans en avoir les inconvénients non plus. Donc on mixe un petit peu la flexibilité avec le rendement, et c'est excellent, et ça se fait énormément. Deuxième J'ai chose, compris. Deuxième chose également, il n'apparaît pas, ce que tu me disais, Jeff, tout à l'heure, le space n'apparaît pas sur la page. Parce que là, je reçois plein de messages privés, les gens aimeraient Ah intervenir. ouais? Ouais. Et apparemment, Je sais pas ce qui se passe ce soir, mais c'est un peu compliqué. alors il y en Mais a un moi, qui je vois, les gens sont là, moi, je les vois. Hein. Alors Richard m'a dit, c'est dommage qu'on ne puisse pas intervenir par écrit. Première fois que j'écoute un live, il m'a dit, je lui dis interviens, il m'a dit peut-être d'ici une demi-heure, je demanderai, ça me démange pourtant. Bon, si ça te démange, Richard, faut y aller. On voudrait pas te Ah, retenir. Tu as ah, toute l'attitude. Et il y a aussi Codir qui apparemment, il a demandé une prise de parole. Il voulait nous parler de son projet, il m'en avait parlé par message privé, je lui ai demandé de passer. Donc, on est-ce peut qu'il y avait... commencer à faire intervenir les gens, parce que là, ça va Il est faire en bientôt demande, 1 heure. Il est en tu demande. peux tu peux t'en occuper? Un de vous peut s'en occuper, messieurs, Je m'en s'il vous plaît? occupe. Simon, vas-y. Et puis, on va passer aux questions-réponses. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je Ouais. l'ai accepté. Il est en micro Ouais. coupé. On va attendre qu'il Bon, on arrive. aurait Je vais couper tellement à mon dire micro. sur la location courte durée. Salut! Salut, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Ouais, Salut. merci d'ailleurs, Mehdi. Alors moi j'ai un Airbnb qui est juste en face de chez moi. Je précise que j'habite dans un patelin de 1 100 habitants dans l'ouest de la France
On est un peu en pleine pampa, il y a rien d'autre que le village. Et du coup, j'ai un Airbnb qui est en face de chez moi et il se passait rien depuis 6 mois. Donc j'ai contacté le propriétaire en lui demandant s'il avait un problème, quoi que ce soit, parce que je voulais investir dans un projet immobilier. Et en fait, il me dit que non, il a créé une entreprise, il a changé de secteur et en fait, ça lui faisait trop loin et il a arrêté, le Airbnb et il me demande si je suis intéressé. Donc ça, c'était en début de semaine. Donc moi, avec ma femme, on en discute et en effet, on pense qu'on va se positionner dessus, on va voir la semaine prochaine pour, faire une visite de biens et cetera. Et en fait, grâce aux outils d'ailleurs que Mehdi a partagés sur, Papers Immobilier, donc j'ai vu qu'il avait acheté le bien 100 000 € à l'époque et le Airbnb, il me disait qu'il avait un taux d'occupation entre 80 et 85, alors que c'est un tout petit village, hein, je précise, hein. Et la spécificité, c'est qu'il peut accueillir 10 personnes. Il y a 4 chambres, c'est un petit logement, mais il y a une cour il y a une cour à l'arrière et il y a 4 chambres plus un clic-clac au rez-de-chaussée. Très propre et en fait, il m'expliquait que l'été, c'est beaucoup de mariages ou le week-end, c'est beaucoup de mariages et des festivités en famille et la semaine, c'est beaucoup, d'entreprises du TP, qui font des chantiers dans le coin et en fait, il fait louer ça entre 100 et 110 € la nuit, avec un taux d'occupation à, ouais, 80. Il se fait quand même quasiment, ouais, je dirais un 2 000 € par mois et je trouvais enfin, j'ai halluciné quand j'ai appris ça parce que nous, dans un tout petit patelin avec, le prix de l'immobilier proche de 1 500 € du mètre carré, on a un peu halluciné et en fait, il nous a expliqué que si, c'est assez rentable par chez nous et même d'ailleurs, peu importe, l'endroit, à partir du moment où en fait on a plus de chambres et du coup voilà. Donc nous, on pensait se positionner dessus et j'avais discuté de ça avec Mehdi. Donc voilà, je voulais juste, partager un peu la situation qu'on vivait en ce moment. Alors, tu as bien fait déjà de partager, tu as bien fait de monter. Tu as demandé à voir l'annonce de son Airbnb? Est-ce qu'il l'a? Il a en fait, ça a été désactivé vu qu'il a tout arrêté. Ok. Mais je la surveillais en fait, je l'avais mis en favori, puis je la regardais assez souvent parce que, le logement, il est vraiment, de l'autre côté de la rue, quoi. C'est à 2 mètres plus loin. On ouvre les volets, c'est juste en face. Heu, Il l'avait loué il y a combien de temps? Ça fait combien de temps là qu'il a désactivé l'annonce à peu près? Ça fait depuis, août 2024 Ok. et Je ça sais faisait 2 ans plus, qu'il l'avait. je sais plus sur AirDNA, il faudrait que je sache. Si un de vous sait, ou si quelqu'un sait aussi dans les commentaires qui me le disent, s'il vous plaît, parce que j'ai pas mal de gens aussi qui font beaucoup de Airbnb qui me suivent. Est-ce que vous savez si AirDNA reprend les annonces qui ont été désactivées et si on peut regarder leur chiffre d'affaires en N-1 aussi? Il me semble que oui, mais je suis pas sûr, en fait. Parce que si c'est le cas, tu pourrais vérifier justement si en plus ça a été désactivé il y a à peine 6 mois, quel a été son chiffre d'affaires et le vérifier. Après, derrière, si tu me dis que c'est en face de chez toi, que tu as vu de tes yeux et que tu checkais Ouais, l'annonce et tout, il devrait pas y avoir forcément de surprise. Mais ouais, ouais. c'est toujours important parce que là, Non, je suis d'accord, il faut vérifier quand même. Quand même. Tu peux facilement gonfler les chiffres comme C'est ça un fait peu une personne. ce que je redoute et puis c'est surtout que, faut pas enfin, nous, vu que c'est un tout petit patelin, le prix de l'immobilier, c'est très, très faible. Par exemple, moi, j'ai une maison de 200 m², je l'ai eu à 150 000 € quoi. Chose que dans une ville, ce serait impossible à avoir. Mais vous êtes, t'es autour. Est-ce que tu as des grandes villes autour? Est-ce que tu as du passage ou pas du tout? C'est-à-dire, tu peux très bien être dans un patelin de 1000 habitants et être à 20 on a une minutes d'une ville. départementale qui traverse, ouais. Ok, et Mais c'est ça juste s'appelle une ville, la ville la plus proche, la plus grande, elle est à combien de bornes et elle est à combien d'habitants? alors on est à pour être honnête, on est à, 40 minutes d'Angers et 50 minutes de Nantes. Ok, ok, ok. T'es pas si mal situé que ça. Bah, en fait, il y a plus du Foussy qui est au sud à 1 heure, quoi et Ok, ça attire aussi les gens. ouais. Euh, Mais enfin voilà, on est vraiment en pleine campagne, Est-ce quoi. qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Est-ce que tu as un marché en longue durée dans ta ville ou pas du tout? Est-ce que Non. demain, tu achètes ce bien-là? Est-ce que tu pourrais mettre des locataires à l'intérieur en longue durée? Ah oui, on pourrait parce qu'en fait, on est un peu en manque de logement, dans le tout secteur et les maisons, c'est vachement quand même prisé, surtout, 4 chambres, mais ça sera pas non plus des loyers, faramineux, quoi. Ça Faut que va tu se testes le marché. à Faut que 500 tu testes €, le quoi. marché. Faut que tu testes le marché avec des photos, que tu fasses une fausse annonce, que tu testes le marché, que tu regardes si tu as un marché en location longue durée. Une fois que tu as un marché en location longue durée, tu as validé un prix à la location. Derrière, tu vas calculer ton rendement par rapport à ce loyer-là, en longue durée, pour te baquer derrière, pour que tu n'aies pas de surprise derrière et au pire des cas, tu pourras le louer à ce prix-là. Et ensuite, une fois que tu as ce prix-là, ça va te servir de base de négociation pour ton rendement. C'est-à-dire, si tu cherches de l'autofinancement, par exemple, bah, tu vas baser, on va dire, le prix auquel tu veux l'acheter, c'est-à-dire ton offre, sur ce rendement-là.
Si tu veux avoir du cash flow, bah, tu bases sur ton cash flow. Si ça te dérange pas d'avoir un reste à charge de 200 euros, donc le loyer moins toutes les charges, bah, tu te bases sur ça. Et une fois que tu as fait ça, donc tu fais ton offre à ce prix-là, et on va dire que le Airbnb derrière, ce sera uniquement la cerise, ce sera pas le gâteau. Mais tu n'achètes pas sur une base de Airbnb. Tu n'achètes pas un bien immobilier. Alors autant, ce que disait Jeff tout à l'heure, pour de la sous-location professionnelle, bah si, parce que finalement c'est le cœur de ton activité. Autant pour de l'achat immobilier, tu n'achètes pas un bien immobilier à partir d'une rentabilité en Airbnb. Tu l'achètes sur une rentabilité en longue durée et sur ce que tu peux supporter derrière en reste à charge ou pas. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et à partir de là, derrière, tu décides si oui ou non, ça vaut le coup de l'acheter à ce prix-là et si oui ou non, tu décides de le louer en location courte durée. Et par la suite, tu auras toute l'attitude de pouvoir le faire. Parce que si tu es baqué par rapport à la longue durée, au pire des cas, ce que tu fais, c'est que tu négocies un différé de paiement de 6 ou 8 mois avec ta banque. Pendant 6 ou 8 mois, tu le testes en location courte durée. Si tu n'as pas de retour en location courte durée, boum, tu désactives l'annonce, tu le remets en location longue durée, c'est plié. Après, le logement, il me semble que le DPE, il est en E. Donc là-dessus, on pourrait aussi jouer sur le prix d'achat. Mais là, il va mettre un agent immobilier pour le faire estimer le bien. Et vu qu'il a acheté 100 000 euros et que ça tourne vraiment bien au Airbnb, je pense qu'il va oser, les 170K ou le 200K. Hein. Bah, c'est pas grave. Écoute, tu prends pas à ce prix-là. Enfin, en tout cas, tu fais ce que tu veux. Hein, Oui, bien sûr. C'est un gros risque. C'est un gros risque. T'es pas. La législation, je pense pas que de ta commune va venir t'embêter parce que tu fais un Airbnb. Non. Mais voilà, t'as aucun moyen de baquer ça. Enfin, t'as aucun moyen de tester ça en réalité. Donc en fait, moi j'ai horreur de pas maîtriser. C'est-à-dire que dans mes investissements immobiliers, je maîtrise 95% de ce que je vais faire. Il y a 5% d'aléas qui sont les risques liés à mon investissement, mais sinon je maîtrise 95%. Là, sur un investissement comme celui-ci, t'es pas à 95%. Non, c'est sûr. Beaucoup moins. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et avec ma femme, c'est vrai on avait revendu l'appartement qui était en ville dans le sud. Et du coup, on a fait une petite plus-value. Et là, on veut réinvestir, mais on savait pas trop dans quoi. Sachant que je pense qu'on va quand même faire venir pas une conciergerie, juste une femme de ménage pour pouvoir faire au moins le nettoyage du bien immobilier. Ok, lequel de bien immobilier? J'ai pas compris. Le Airbnb, non, parce que avant, en fait, on avait plusieurs appartements. On a tout revendu et là, en fait, on voulait se lancer un peu dans le Airbnb juste pour tester, quoi. Donc, on voulait prendre une maison qui était pas loin de chez nous. Mais ça se teste, hein. Ça se teste, c'est pas un souci, mais c'est juste qu'il faut que tu te baques. Enfin, il faut que tu te protèges. Ouais, bien sûr. Faut que tu te protèges. Après, derrière, rien ne te dit que, je sais pas comment ça se loue, je connais pas ta commune ni rien du tout, mais peut-être que tu es à 800 euros, tu vois, au niveau de la location longue durée. J'en sais rien. Hein. Non, longue durée, sur ce type de bien-là, on est plus sur du 600 euros, quoi. Ok, donc de toute façon, tu seras pas, enfin, en prix d'achat à 150, 170, 180, c'est beaucoup trop cher. En tout cas, tu auras un reste à charge. Après, à toi de voir si tu peux supporter la charge de crédit sur tes épaules ou pas, si tu as envie de le faire ou pas. Mais il faut qu'on soit sur des prix qui sont aux alentours de 120, 130 à la rigueur, tu vois, pour derrière pouvoir au moins être à l'équilibre ou s'en rapprocher. Donc ça, moi j'aime pas les maisons en location longue durée. Bon, si tu me suis depuis un moment, tu connais mon mantra. Hein, je suis pas fan de ça. Autant pour de la coloc, ok, j'ai revu un petit peu mon fusil d'épaule. Pour de la location courte durée, ok. Pour de la location longue durée, t'as une façade, t'as une toiture, t'as du gros œuvre, t'as quand même de l'obsolescence sur le long terme. Je suis pas fan en tout cas. Donc, Ok. Bah merci bien. Vous avez des choses à rajouter, messieurs? Allez-y. Hein. Non, c'est très clair. Il faut baquer. Et puis, quand j'entends location, tu peux louer plus ou moins 600 euros et que derrière, le monsieur te dit qu'il fait quoi, 2500 euros en. Ouais. Moi, ça me titille un petit peu mon oreille. Après, bon. Après, ça existe, hein, Jeff. Il y a des villes, il faut savoir qu'il y a des villes qui sont capées au niveau du prix au loyer. Moi, je connais très bien, c'est des petites villes. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'une certaine somme, les gens achètent. Ils ne louent pas. Donc, en fait, tu vas être capé au niveau du prix à la location. Donc, un T3, ça va se louer exactement le même prix, ou plus ou moins le même prix qu'une baraque. Ou peut-être que la baraque, elle va se louer 100 euros plus cher que le T3, que le grand T3, si tu veux. Donc, ça existe. Hein. Tu as des villes comme ça où au bout d'un moment, tu n'as aucun intérêt à partir sur des grandes surfaces parce que tu vas avoir plus de surface à rénover, parce que ça va te coûter plus cher à l'achat. Par contre, tu vas pas pouvoir louer beaucoup plus cher. En revanche, en location courte durée, tu n'es pas capé. Parce qu'en location courte durée, les gens, si ça marche, ils font le passage, etc. Donc, à 60 euros à la nuitée, c'est 60 euros à la nuitée, quoi. En revanche, ce qui m'étonne un petit peu, c'est le 80% de taux de remplissage. Là, pour le coup, alors tu m'aurais dit en période estivale ce que tu veux, ok. 80% de taux de remplissage, c'est ce que j'ai, moi, sur une ville qui est à 10 minutes de Lyon, si tu veux. Donc, Ouais, mais et même le vide qu'il y a, c'est surtout l'été. Parce que nous, on n'est pas très touristique au niveau des vacances, mais tout était misé sur les week-ends pour tout ce qui est familial. Et ça, on le voyait, hein, tous les week-ends, c'était loué. Et la semaine, c'était vraiment les entreprises du TP. Hein. D'accord. Mais il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Il y a des industries? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'entreprises là-bas qui viennent Non, ici? c'est juste du TP.
c'est du TP, des maisons en construction. Bon là, ça c'est un peu cassé la gueule, mais Et lui, il avait des partenariats avec ces entreprises-là ou c'était juste des réservations sur j'en ai Airbnb Booking? non, j'en ai aucune idée. Je crois qu'il passe tout par Airbnb et rien d'autre. Ok, ça faudrait voir aussi, hein. Peut-être qu'il avait un partenariat avec des entreprises et tout, ça faudrait C'est checker possible. ça. Et c'est pas Et après, impossible parce que derrière, moi-même, j'ai des fois des arrangements avec des entreprises, mais si c'est une autre personne, elle aura peut-être pas le même avantage. Donc ça aussi, faut creuser. Ouais, ouais. ouais. Oui, et est-ce qu'il y Ce qui a est- des autres locations courte durée de ce type-là, aller à 10-15 km à la ronde? Il y a cette Ouais, question-là. j'ai regardé, et en fait, en effet, il y en a, mais avec 10 couchages, non. C'est à ce prix-là, en tout cas, il y en a aucun sur 20 km, 30 km à la ronde. Ouais, mais Oui, ça, c'est pas un problème. Moi, je te dis, enfin, c'est pas que c'est pas un problème, c'est que c'est un problème parce que tu pourras difficilement tester le marché. Mais moi, j'ai vu justement dans ce type de ville-là des 10 couchages qui cartonnaient tout, hein. Parce qu'ils étaient justement, ils avaient une situation de monopole et qui étaient à 150 euros la nuitée. Et en fait, les gens qui voulaient se déplacer à plusieurs ou en couple d'amis, etc., dans cette ville particulière, en fait, n'avaient pas trop le choix que d'aller dans cet endroit-là. En plus, ça, il était super bien noté. Je peux te garantir que le chiffre d'affaires, il était énorme. Et pour le coup, c'est baqué parce que je connais le propriétaire. Donc, ça veut tout et rien dire, si tu veux. Après, derrière, encore une fois, hein, rentable en longue durée, feu. Et tu peux en plus de ça tester. Et voilà. Tant que tu perds pas d'argent, en fait, c'est plus important. Et tant que tu perds pas d'argent aussi au niveau de la revente. T'achètes pas un bien à la rentabilité dans une ville de 1000 habitants. Tu vois. T'achètes un bien à la rigueur à la rentabilité, encore, j'aime pas trop ça, mais dans une ville à 3 4 000 habitants, où tu sais que t'as pas de risque de rectif, tout ce que tu veux, où ça va être relativement stable, où ça va prendre de la valeur potentiellement. Et là, dans une ville de 1000 habitants, généralement, t'achètes 100 000, dans 10 ans, tu revends 100 000, Et voire encore. même tu revends 90. Et encore. Ouais. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder. Alors autant moi je suis, tu me suis maintenant depuis un moment, donc tu sais très bien que je suis pro petite à moyenne ville, j'ai aucun souci avec ça et j'ai investi moi-même. Maintenant faut se baquer quoi, faut savoir ce qu'on Ouais, fait, hein. Faut ça pas, marche. mais ça va le faire. Tu fais tes calculs et tout. Si t'es bon, tu fais une offre à partir de ces calculs-là. Surtout n'aie pas peur, hein. On s'en fout, hein. S'ils comptent le vendre 180 et que toi tu fais une offre à 110, on s'en fout. Nous on est rentable à 110, on fait une offre à 110, point barre. Après, Ouais, derrière, ça concerne lui s'il veut pas, hein. ouais. Après, je Tu pense qu'il va se baser. retourneras dans 3 mois quand il n'aura pas trouvé de vendeur, d'acheteur. Bah, c'est ça. Puis après, je pense que les agents immobiliers du coin, enfin voilà, c'est assez, comment dire, rural euh, ici, et que les agents immobiliers ils sont pas hors sol au niveau du prix. Ils se basent quand même sur le marché et ils sont très honnêtes. Donc je pense que s'il leur donne un prix, il va les écouter. Mais puis après, je les connais, donc on va voir. Ok, excellent. Bon, merci T'as bien en d'autres tout cas questions? de m'avoir écouté puis d'avoir communiqué. Mais de C'est rien, c'est un vraiment bon point sympathique. pratique, en tout cas. oui, c'est sûr. Merci bien. Bonne soirée les gars. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, questions qui. réponse simple. Alors, Richard, il Juste m'envoie des une personnes qui question. veulent réagir à ce qu'on a dit, peut-être Richard, plutôt. monte 5 minutes si tu as envie de poser une question. Parce que là, enfin, Même, tout de suite, fais monter tout le au pire monde, des hein, cas, fais pose une monter. question. N'hésitez pas à monter, hein. On Oui, N'hésitez marche pas à pas. faire la demande, hein. dès qu'il y a une demande, je fais monter. Allez, Allez, c'est parti. Tu vas payer ça, Adrien. là. Vous avez du consulting gratos, là. Profitez-en, Ah, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Normalement, je fais payer, les amis, hein. Ah, c'est payé, hein. Ah, c'est gratuit, hein. Et je fais Ah, on payer fait cher payer, en hein. plus, hein. Donc allez-y, hein. J'ai fait monter Adrien. Est-ce que tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Oui, très Ouais, on bien. t'entend. Super. Bah, merci déjà pour l'heure d'échange, là, c'était super intéressant. Merci à tous les trois. Moi, j'ai un projet. Alors, on parlait tout à l'heure de biens typiques et je crois que c'est Mehdi ou je sais plus qui a parlé des Love Rooms, mais c'est exactement ce type de bien sur lequel on essaie de se positionner avec ma femme. Donc, c'est en banlieue d'une grande ville française qui fait partie de la Couronne, dans une commune qu'on connaît puisqu'on habite sur le coup vraiment pas très loin. Et c'est un business qui tourne déjà depuis à peu près 6 ans. Donc sur lequel j'ai des chiffres, j'ai les comptes de résultats, je vois, je vois la rentabilité ou en tout cas l'équilibre parce que je vois aussi les charges quand même, je suis pas et la les vraies charges et le vrai coût derrière. Le seul truc alors le logement, donc c'est dans un corps de ferme tout rénové, je crois que ça date d'il y a 6 ans de mémoire, avec un bon DPE, donc c'est un T2 équivalent et par contre forcément, bah, on est au-dessus des prix, moyens du marché, hein, fatalement puisqu'il y a un business derrière et une rentabilité. Donc moi, je m'interroge plus par rapport à à la faculté à retourner en longue durée si le business finit par diminuer. Et là, je me dis, par rapport au prix au mètre carré et enfin, je serai plus rentable, quoi. C'est un petit peu ça qui m'inquiète, même s'il y a de l'historique, même s'il y a de la traçabilité, même si les charges, il y a des choses encore un peu à éclaircir avec le propriétaire, mais le business me semble sain et en tout cas les chiffres le montrent.
Mais c'est juste cette capacité à rebondir en longue durée où là, je me dis, si demain je dois repartir en longue durée, bah peut-être que là, ça va plus marcher, quoi. Ouais. Alors, ton prénom c'est Adrien. Adrien. J'aime pas ça, moi. J'aime pas trop ça. Je ne conseille jamais d'acheter au rendement. Ouais. Je ne conseille pas. Après, d'ailleurs, encore une fois, hein, il y a rendement et rendement. C'est-à-dire, si tu n'as pas un trop gros différentiel entre la location longue durée et la location courte durée, ok. C'est un petit peu ce qu'on disait en amont. Ouais. En revanche, si tu as un énorme différentiel et qu'on te revend à la renta, moi, je n'y vais pas en règle générale. Moi, j'ai revendu à la renta, il faut savoir. Bon, jamais de la location courte durée. J'ai revendu des biens en location longue durée en rendement, à 8% de rendement. Ça se fait très bien, mais c'est de la location longue durée. Donc, les loyers vont pas s'effondrer du jour au lendemain. Au contraire, ils sont calqués à l'inflation, donc l'IRL tous les ans. Donc, ils ont plutôt une tendance haussière. La location courte durée, on en a parlé en amont tout à l'heure. Quid d'un changement législatif? Ok, aujourd'hui, on ne va pas faire du catastrophisme ni rien du tout. On pense pas que ça va beaucoup bouger dans les zones qui ne sont pas des zones tendues et tout, mais c'est quand même un risque à prendre en considération. C'est un risque existant. Derrière, quid de ce risque-là si toi, demain, on te disait, bah, aujourd'hui, tu peux plus louer autant, ou alors tu es plafonné à 120 nuitées par an, même pour de la location, même si tu n'es pas en résidence principale. Par exemple, hein, un truc qui pourrait faire, par exemple. C'est-à-dire, tu peux pas louer à l'année, 365 jours sur 365, peu importe la ville en France, mais uniquement 120 jours par an. Ok, est-ce que tu es encore rentable? Oui ou non? Si tu l'es plus, aïe, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, la rentabilité, c'est propre à chacun. Tu peux très bien être rentable en ayant un reste à charge à 300 euros. Mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Et moi, ce que je te dirais, après d'ailleurs, est-ce que tu peux me donner 2 chiffres? 1, CA annuel, 2, prix de vente. Un C annuel à 35K et un prix de vente à 228. Ok, bon, ça va. Ils t'ont pas fait un rendement à 10%. Ce qui se faisait beaucoup en 2021, c'était 35, 350. Hein. Après, ils s'emmerdaient même pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils te vendaient ça à 10% de rendement. 10% alors, direct. Faire. Et derrière, donc c'est bien déjà. C'est pas, ils sont pas bêtes. Hein. Ils savent très bien que le marché est plus le même qu'il y a quelques années. Qui est propriétaire? C'est quoi le sens de ta question? Qui est propriétaire? Est-ce que les propriétaires sont des particuliers, des professionnels? Ça fait combien de temps que c'est propriétaire? un particulier, qui revend pour qui déménage et qui habitait sur le coup à côté du logement, donc il y avait une proximité avec le logement. Donc il avait en fait, ils vendent un lot. D'ailleurs, je me suis posé la question sur le deuxième lot, mais c'était, enfin, j'y voyais pas un intérêt et j'allais baisser aussi la rentabilité parce que l'autre lot est en longue durée et, là, je m'y retrouvais plus. Quoi. Est-ce que ça comprend de la conciergerie dans son business plan? Est-ce qu'il a compris de la conciergerie dedans? Oui, ouais, tout à fait. Donc j'ai le détail des charges. Il y a de la, entreprise de ménage en gros, hein, parce qu'il faut tous les jours, à chaque fois qu'il paye au forfait une personne qui vient faire le ménage, changer le spa, vider le spa, entretenir, etc. Donc oui, il y a des frais de, alors je sais pas si c'est la conciergerie dans lequel ça rentre, mais d'entretien de ménage, etc. T'as combien de mètres carrés? 45. Ok, donc t'es à 5 000, un peu plus de 5 000 euros du mètre carré. Ouais, c'est ça. Et le prix du marché, il a combien de mètres au niveau Sur cette commune, il est entre 3 500 et 4 000 pour des biens, on va dire, standards à l'achat, quoi. Ok, donc à 4 000 euros du mètre carré, tu serais à, ouais, on va dire 180, 190 à l'achat. Ouais, dans ces zones, moi, j'avais fait une première offre à moins 9%, je crois, pour être à Ouais, 4 000 ouais, j'ai plus le détail en tête, 4 800, 4 700 peut-être. ouais. Faut que tu te Euh, rapproches de ça. Faut que tu te rapproches de ça parce qu'il n'y a pas uniquement l'exploitation, tu as la liquidité à la revente. Ouais. C'est-à-dire que c'est une love room, certes, ok, bon, après d'ailleurs, 45 mètres carrés en love room, ça fait petit. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que tu as le spa en plein milieu du salon. En fait, tu as une caisse d'entrée où tu as la cuisine, une petite pièce à vivre. Après, tu as la zone spa qui est quand même assez grande. Ok. Et après, tu as la zone nuit, on va dire. Donc, c'est divisé en 3 dans un bien en longueur. Sur le coup, le bien, je le trouve plutôt bien aménagé. Pour avoir été moi-même client de ce genre de prestations, on va dire, ça m'a pas choqué. Il y a, à ton avis, enfin, tu vas pas nous montrer des photos et tout, hein, pas non plus pousser le truc loin, mais demain, pour le repasser en logement normal, tu as juste à enlever le spa, à te remettre une douche en lieu à la place, parce que tu as déjà les avacs, tu as déjà les arrivées d'eau, etc. Donc tu te mets une douche à la place du spa, et d'ailleurs, tu repars sur un logement parfaitement normal. Tu n'auras pas d'aménagement annexe à faire. Non, il y a une cloison. Enfin, non, l'aménagement est. Ouais, ça serait entre guillemets facilement convertible. Ok, bah écoute, faut faire une offre au prix du marché. Légèrement gonflé parce que tu as quand même de la rentabilité derrière et que tu as quand même un track record, c'est-à-dire que tu as quand même des bilans. Mhm. Ça va te servir auprès de la banque. Quoique,
Parce que tu peux te servir de ça également. C'est-à-dire que le financement bancaire risque d'être compliqué parce que les banques, en ce moment, ne financent pas des locations courte durée. En tout cas, pas sur des prévisionnels en location courte durée, où c'est très compliqué. Donc, en fait, il y a également le quid du financement. Donc, tu as ce levier-là. Le deuxième levier, c'est le levier de la liquidité. C'est-à-dire que si tu dois revendre, bah, tu as des travaux à effectuer, si tu veux le Mhm. remettre en location longue durée. Ou si tu le revends exactement comme lui à la rentabilité. Et donc, tu as une moins bonne liquidité parce que tu ne peux pas toucher des gens en résidence principale, mais uniquement des investisseurs, forcément. Ouais. Donc ça, c'est important de le prendre en considération. C'est-à-dire que c'est pas uniquement t'achètes et que tu regardes la renta. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est t'achètes, tu regardes la renta à l'instant T, la renta potentielle, si demain tu as des problématiques, et la liquidité à la revente. Qui ça va intéresser à la revente? Ça ne va intéresser que des investisseurs. Ouais. Personne va faire. Ou alors de le reconvertir pour qu'il soit un bien un peu Exactement. classique. Mais ça, Et c'est c'est des pour coûts. ça qu'il faut, ouais, c'est pour ça des coûts, et c'est pour ça qu'il faut pas l'acheter trop cher. Il faut pas l'acheter à la rentabilité comme il veut te le vendre. Ouais. Ça, c'est Ouais. important. Parce que tu Ça reste, vas. les love rooms, c'est des très très courts séjours. C'est des très très courts séjours. Ça Oui. intéresse vraiment qu'une typologie de clientèle précise. Et comme Il elle y a en a dit tout d'autres à dans ta l'heure, ville? Il y en a d'autres dans ta ville de Love Room? Excuse-moi, TJF, je t'ai coupé. ouais, Ouais, vas-y. ouais, il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans la ville. Enfin, dans cette ville-là, non, parce que c'est la banlieue. Sur la grande ville, il y en a d'autres. En effet, il y en a. Ouais, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y en a quelques-unes. Ouais. Ok. Tu peux te prendre un compte sur RDNA pour aller voir leur CR. Ça va te coûter 30 Euh, euros, tu le prends et tu vas voir leur chiffre d'affaires en N-1, ouais. leur taux de remplissage et tout, et tu te fais ton petite étude de marché pour bien valider les bilans qu'il a. Mais ouais, faut. Moi, enfin, en tout cas, après, ça se tente, hein, mais t'achètes un business, quoi. T'achètes un Ouais, business c'est et comme ça que je le vois. Hein. Vraiment, là, je suis plus dans l'idée de dégager un petit cash flow et de me dire, bah, à la limite, à la revente, à un instant T, j'aurais quand même non. amorti et voilà. Mais Ouais, mais Adrien, si Non, t'achètes un enfin, business, chope du 50% de rendement. ah ouais, Quand ok. t'achètes un business, tu chopes du rendement de dingue. Tu t'achètes pas un business pour avoir du 12-13%. C'est un business. C'est pas un de l'immobilier. L'immobilier, c'est différent, en fait. L'immobilier, c'est pas ça. L'immobilier, c'est pas t'as à gérer, etc. C'est vraiment là, c'est une activité commerciale, en fait. Hmm. Une activité commerciale faut du cash flow, quoi. Tout à l'heure, avec TJF, on parlait de 300, 400, 500 euros. Si t'as pas ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que derrière, encore une fois, c'est du risque. C'est du Ouais. risque. C'est pas de l'immobilier là que t'achètes. C'est pas genre t'achètes un truc, tu mets un locataire derrière, c'est rentable, t'as de l'autofinancement, tu dors. Et tu reviens dans 10 ans, tu revends, tu récupères ta plus-value avec l'amortissement de capital. Là, c'est plus complexe que ça. Tu as de la gestion, tu as de la vétusté. D'ailleurs, tu as des modifications également si tu veux revendre ou relouer en location longue durée standard, etc. etc. Tu as la question de la liquidité, comme on te l'a dit. Tu as tout ça à prendre en considération. Pareil aussi, moi je sais que j'ai des potes qui ont des love rooms. Faut pas sous-estimer l'entretien. ah ouais. Ouais, Le ouais. Ouais. jacuzzi, le machin, le truc, l'eau, les couples, enfin les groupes de nanas qui arrivent, qui mettent, enfin c'est un cauchemar, hein, qui mettent des cheveux dans tous les sens. Enfin, t'as beaucoup d'entretien, Ouais, franchement. ouais, c'est très chronophage hein, pour le coup. Donc il y a ça aussi à voir. Après, moi ce genre d'investissement, je trouve que c'est intéressant, mais peut-être dans un second temps. Quand on est peut-être un peu plus solide, on veut se faire un petit kiff, prendre un peu plus de risques, parce que voilà, on a déjà fait pas mal de choses, on a de quoi se retourner si ça part un petit peu en couille. Là, pourquoi Ouais. pas. Mais je trouve comme premier investissement, il faut vraiment se Ouais, protéger. ou au pire, moi, ce que j'aime bien, c'est mixer avec le reste. C'est exactement ce que tu dis, Jeff, c'est mixer avec, par exemple, tu as un petit immeuble de rapport et tu te dis, je suis déjà rentable, et le dernier appartement, je teste une love room. Et si ça marche pas, c'est pas grave parce que je suis rentable quoi qu'il arrive, même avec ma love room. Ça, c'est Exactement. Ouais. un truc. Et deuxièmement aussi, moi j'ai un de mes potes, carrément, lui, il a acheté 2 plateaux. Au-dessus, il a fait sa résidence principale, et derrière, en dessous, donc au sous-sol, il a fait une love room. Et derrière, bah, le chiffre d'affaires de sa love room lui paye le crédit de sa résidence principale au-dessus. Ce qui lui D'accord. permet en plus de ça, le jour où il revend, bah, d'être exonéré de plus-value, etc., etc. Et ça fonctionne très très bien. Après, il faut accepter de vivre au-dessus d'une love room, ce genre de choses-là, mais Voilà. C'est ouais, ça se c'est fait. ça. Ça se fait. Ça se fait. Il a tout bien isolé, tout ce que tu veux, mais bah, au final, ça fonctionne. Donc sur des projets comme ceci, ouais. Après, d'ailleurs, acheter un projet spécifique qui tourne depuis quelques temps, même depuis 3 ans, en love room et tout, pour moi, tu as une marge de négo. Hein. Son projet, aujourd'hui, moi, je te dis, j'en vois qui vont essayer beaucoup de vendre au rendement en Airbnb ou en Love Room. C'est pas Ouais. liquide. C'est pas liquide. C'est pas des projets qui sont liquides. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Il y a la législation qui change. Il y a la Mhm. fiscalité qui change également. Donc, en fait, tu arrives, toi, comme le sauveur, quelque part. Tu vas lui racheter son bien, en partie à la rentabilité. OK, tu prends en considération qu'il y a de la rentabilité, mais Mhm. derrière, il y a un risque. Il y a un risque au niveau du financement, si ça. Et en plus de ça, c'est argumenté. Hein. C'est-à-dire que ce Ouais. qu'on te dit, c'est pas des conneries, hein, c'est la réalité. Donc il y a vraiment un risque au niveau du financement. Demain, tu vas avoir une banque et tu leur dis, je vais investir dans une love room. Mhm. Il faut s'accrocher hein, pour avoir son financement. D'accord. Donc tu penses que ce qu'il faut cibler, c'est grosso modo le prix du marché et que peut-être un petit premium parce qu'il y a un business, mais de rester sur ces valeurs-là, quoi. À peu près, ouais. Bah, tu vas pas avoir une grosse décote. Hein. Rappelle-moi le prix de vente. Le prix de vente initial était à 233 de mémoire, donc on était autour de 5 000, ouais. Pourquoi initial? Aujourd'hui, on a combien? Pour l'instant, j'ai commencé, j'ai une première contre-proposition à 228, mais que je trouve un peu ridicule.
Ah, sans toi que t'aies envoyé de proposition, il t'a fait une Non, contre-proposition. moi j'avais fait une première proposition donc à moins 9%, donc à 216, un truc comme ça. Ah, t'étais déjà haut. J'étais déjà haut? Ouais, t'étais déjà haut. Ok. Ouais. Si tu me dis que t'as 4 000 € au prix du marché, t'as 45 mètres carrés, tu fais tes calculs. Hein. T'es à 180 000 prix d'achat. 180, ouais. Tu rajoutes les frais de notaire, frais d'agence, et éventuellement, s'ils sont pas compris dedans, tu vas être à. Faut tabler en dessous de 200 000 sur ces prix-là. En fait, c'est là où je n'ai pas le recul, c'est ce type d'offre. Le premium que représente la rentabilité ou autre, tu vois, est-ce que ça impacte sur le mètre carré, en fait? Est-ce qu'en moyenne, c'est plus 20%? Est-ce que c'est plus 10%? Comment ça se justifie? Non, t'achètes à plus 0%. Ok. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça qu'il faut. Ah, t'as pas de surprise après derrière. C'est encore une fois, c'est de l'immobilier, t'as pas de surprise. T'achètes à plus 0%. Point barre. Oui, je suis d'accord. Ok. Et la location C'est- courte durée, la love On le room, répète. entre guillemets, c'est l'optimisation. Donc oui, il faut toujours bien acheter, c'est le plus important, plus qu'une rentabilité. On le répétera jamais assez. C'est à l'achat que tu fais les affaires. Mm. Et vraiment. Ouais. Ouais, alors là, pour le coup, faudrait le mettre en. Tu vois, ça va être le nom du space. Donc, Et peut-être que ça soit pour des personnes qui font de l'investissement locatif ou pour acheter votre résidence principale. Hein. C'est vraiment à l'achat que vous faites les bonnes affaires. Ouais. C'est bien de le répéter, ouais. C'est vrai qu'après, on part vite dans les études, dans les analyses, et c'est bien de le répéter. Bah, c'est surtout qu'après, derrière, moi, je le vois, on a tendance à l'oublier quand on est dans le processus de négociation. C'est-à-dire, quand on part dans le processus de négociation, les gens sont là, et surtout quand ils commencent à s'impatienter un peu, ils ont peut-être pas eu le premier bien, pas eu le deuxième, la négo est tombée à l'eau, et au bout d'un moment, ils ont envie de lâcher. Ils Mais craquent, non, ils disent ouais, c'est ça ça. vaut le coup. Ça vaut le coup enfin, faut pas lâcher, parce que là, tu es parti sur 10, 15, 20 ans avec le même prix d'achat. Et nous, on a du recul. On a du recul parce que on a tous, des fois, acheté un peu trop cher, etc. Donc après, d'ailleurs, on voit bien le recul qu'on a. On se dit, putain, si j'avais su, est-ce que ça aurait pas valu le coup que je me batte un peu plus pour peut-être gratter, alors, si c'est pour gratter 2 000 €, non. Mais pour gratter 10, 15, 20, ouais. Et du coup, là, si j'ai envie d'aller sur ce truc-là, dans la stratégie de négo, c'est sachant qu'on a commencé peut-être un peu trop et que bon, on en est où on en est, hein. Mais est-ce qu'il y a un truc pour se dire, on prend un peu de recul et on renégocie après? Ce serait quoi l'idée la plus intelligente? Ouais, c'est compliqué. Là, T'es c'est engagé, compliqué là. une fois que. Ouais, Ouais. c'est un peu plus compliqué. Là. Psychologiquement, en fait, c'est pas légalement. Légalement, tu fais ce que tu veux. Ouais, bien Donc, sûr. psychologiquement, enfin, le mec, déjà, il était parti dans un processus de négociation, là, à se dire, j'ai une première offre qui est là à plus de 200 000 €. Demain, tu lui envoies 190, il va te dire, vous foutez de ma gueule. Enfin, ce qui est Non, normal. c'est normal. Là le seul truc que tu peux faire, entre guillemets, c'est d'attendre qu'une autre personne se positionne. Elle a pas son prêt et tu reviens derrière. Parce que là, Ouais. il sera un peu plus fragilisé psychologiquement. Mais là, à l'instant T, une fois que tu as donné ton prix, là, c'est Ouais, compliqué de ok. revenir en arrière. Exactement. Tu y retournes Ok. dans 2 mois. Enfin, tu y retournes dans 1 mois et demi. Tu y retournes dans 1 mois et demi. Tu gardes ça. Tu y retournes, tu fais le mort. Tu y retournes dans 1 mois et demi. Et là, dans ces cas-là, bah, tu renégocies. Ce bien-là, il va rester. Ça fait combien de temps qu'il est sur le marché, là? Ouais, ça fait pas longtemps, ça fait 3 semaines, je pense. Ah, en plus de ça, ça fait 3 semaines. Laisse-le. Laisse-le sur le marché. Ok. Oui, Laisse-le. comme ça fait seulement 3 semaines, c'est pour ça qu'il n'est pas ouvert à une grande négo. Mais dans 2 mois, il sera beaucoup plus ouvert, ça c'est sûr. S'il est encore là dans 2 mois, c'est là, pour le coup, c'est open bar. D'accord. Allez, ça marche, Adrien? Ok, super. Merci à tous pour les conseils. Pas Pas de de quoi, bonne soucis. soirée. Merci, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, ciao. On a une Allez, on va autre pas tarder, demande. nous. Allez, lâche. Ah bah, On en fait monter un ok. dernier? Merci d'avoir pu. Ouais, au fait, j'ai oublié de te dire que j'ai eu le courtier, 3% de taux à 15 ans, 3,5% sur 20 ans, 3,5% sur 20 ans. Ouais, on est un peu haut. Bon, on me pose des questions, là, je vous les envoie, les gars, en message privé, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, là, avec Ouais, Space. ça, On peut pas ouais, répondre au space. il y a quelqu'un qui nous a attaqué, je sais pas, mais. Putain, c'est un truc de fou. Mm. 3,5% sur 20 ans à l'heure actuelle, vous dites quoi, les gars? 3,5? Ouais. Non, c'est trop. Tout dépend du profil, mais oui, c'est un peu haut. Oui. C'est un peu beaucoup, quand même. Ouais. On se rapproche des 3, hein, Oui, on se petit à rapproche des petit. Hein. trois. On en avait parlé ensemble, je sais plus quand, mais on n'est pas loin. Hein. Non, aujourd'hui, sur 25 ans, tu peux sortir du 3,2, 3,3 peut-être. Ouais. Meilleur profil, on tape le 3, mais en moyenne 3,20. Après, attention, il faut pas lâcher une affaire parce que tu es à 3,5. Hein. Attention, faut pas dire ce qu'on ne dit pas. Mais c'est juste qu'en moyenne, on trouve des taux un petit peu plus bas. Mais si l'affaire est intéressante, que ce soit pour TRP ou de l'investissement locatif et que tu es à 3,5, il faut y aller. Hein. Surtout sur du locatif. Hein. Surtout sur du locatif où la charge de crédit va pas reposer sur vos épaules, va reposer sur l'épaule des locataires. Donc que vous soyez à 3 ou à 3,5, franchement, Oui, et est-ce que ça c'est en va nom pas rajouter propre? 20 balles. Quoi. Est-ce que c'est en nom propre ou en SCI le financement?
Et ça aussi à prendre en compte. Il y a pas Je sais pas, je pense que c'est en nom propre, c'est celui qui était passé juste avant là, Ah oui, ok. qui avait la maison, etc. Donc je pense que c'est avec sa femme, donc à mon avis, bon, ouais, soit l'un soit l'autre. C'est vrai qu'en SCI, on a des taux qui sont relativement plus élevés et surtout des durées qui sont plus courtes en règle générale. Sur du 20 ans en ce moment, ouais, c'est ça. On n'avait pas quelqu'un qui devait monter? Bah, je l'ai fait monter, mais il est toujours. Ah, c'est Bonsoir bon. tout le monde. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Merci de me donner la possibilité de pouvoir vous poser quelques questions. Et au passage, merci pour ces différents talk-imo. C'est très intéressant et ça permet d'en apprendre davantage. Alors, pour Tant ma mieux. part, je suis sur une maison que j'ai visitée récemment, 160 mètres carrés. Et j'ai l'avantage d'avoir, en plus de la maison, un studio et un F2 avec entrée indépendante, donc possibilité de faire de la longue durée. Mais la propriétaire m'a indiqué qu'en courte durée, le rendement est vraiment assez efficace et elle a un taux de remplissage assez conséquent. C'est dans une ville du Grand Est, plus de 100 000 habitants, donc métropole. Et là, on est à 1800 euros le mètre carré, 1850 environ. Et pour le coup, je voudrais avoir votre avis sur le fait de mettre en résidence principale et le studio et le F2 en courte durée. Messieurs? TJF, Simon? Oui, ah bah, Allô, je prends la allô. parole. Oui, Ouais, je vous entends. Je m'entendais plus. J'ai pas entendu la fin du. Bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai des bugs ce soir. Donc, si je comprends bien, si je résume un petit peu, on a Allô. 3 lots. On a 3 lots. Ouais, on t'entend, TJF. Ok, désolé. Ouais, c'est bon, je On a t'entends. 3 lots. C'est quoi ton prénom? Hassan. Hassan. On a 3 lots. On a un lot que tu voudrais occuper en résidence principale, plus 2 autres lots derrière que tu voudrais peut-être louer potentiellement en location courte durée. C'est ça? C'est ça. Ok. Ville de 1800 à 1800 euros du mètre carré, 100 000 habitants dans le Grand Est. Le prix du bien à 1800 euros, 1850 euros, mais le prix moyen dans cette ville-là, c'est autour de 2150 euros. Ok. Et c'est quoi ta question exacte? Tu voudrais savoir ce qu'on en pense, mais quelle est ta. Parce que là, Ma question, justement, c'est sur éventuellement les risques liés au fait de combiner résidence principale et location courte durée. Non, il n'y a pas de risque en tant que tel. Il n'y a pas de risque. C'est si tu loues ton logement, c'est ta résidence principale, on est d'accord. Les 2 autres logements, tu loues en location, c'est en courte durée, tu as dit. C'est ça. C'est pas vraiment des lots en soi, parce que c'est la même maison, mais j'ai des studios indépendants, un studio indépendant et un F2. Donc l'entrée, je passe pas par la maison pour rentrer dans le studio et accéder au F2. Oui, c'est sur le même terrain, c'est le même. C'est ça. C'est pas séparé non. cadastralement. Ah, t'as un compteur ou 3 compteurs? Il y a un compteur unique et après on a installé des sous-compteurs. Des sous-compteurs d'eau et électrique. Ouais. Oui. Ok. Et puis le DPE est bon, il devrait être A. Les rénovations ont été faites récemment, donc je sens une bonne affaire, mais en même temps j'hésite parce que ça a l'air d'être trop beau pour être vrai. Donc peut-être qu'il y a des points que j'ai manqués et j'aimerais avoir des conseils sur ce point. Le DPEA, ça m'intrigue un petit peu. Est-ce que c'est vendu par une agence ou par un propriétaire classique, un particulier? Non, en fait c'est un propriétaire, un particulier, ils sont en instance de divorce, c'est-à-dire qu'ils ont divorcé d'ailleurs. Et le mari, pour embêter un peu la femme, ne veut pas lui vendre sa part. Et donc, ils sont un peu dans la contrainte. Et oui, voilà, ils veulent vendre assez rapidement. Okay. Et les DPE, tu les as vus? Parce qu'en fait, moi, c'est le A qui m'interpelle. Parce qu'elle a fait des travaux récemment, elle m'a dit, ils ont la pompe à chaleur, les fenêtres ont été changées, c'est du triple vitrage, ça, j'ai fait la visite. C'est juste le toit, par contre, elle m'a assuré que dans 5 à 10 ans, il faudra le changer. Il faut faire la rénovation de la toiture. C'est important à savoir, ça. C'est pas une petite dépense là. Non. En fonction de la surface, tu as dit il y a 160 mètres carrés. C'est ça. Ouais, il faut prévoir un bon petit budget. Je comprends le prix aussi. D'accord. Après, en soi, le projet, bon, on n'en a pas grand-chose à dire parce qu'encore une fois, là, il faudrait qu'on ait toutes les photos, la localisation, si ça, c'est toujours compliqué de parler comme ça. En soi, le projet, il ne me paraît pas délirant. Maintenant, ce qu'il faudrait bien que tu te renseignes également, c'est quid de la législation au sein de la mairie par rapport à Airbnb. Ça, par contre, il faut que tu appelles l'urbanisme en amont, donc tu peux le faire demain si tu as un moment, et que tu leur dis ce qu'il en est. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je voudrais racheter un logement. J'ai dans ce logement-là, je vais avoir ma résidence principale. À côté de ça, j'ai 2 dépendances que je veux louer en location courte durée. Est-ce qu'il faut faire une demande d'enregistrement? Est-ce qu'il faut faire un changement d'usage? Quid de la législation de ce côté-là? Est-ce que je vais être limité au niveau de la durée, etc., etc. Parce que c'est pareil. Tu as également, normalement, en résidence principale, tu ne peux louer en location courte durée que jusqu'à 120 nuitées par an. D'accord. Okay. Investissement locatif, tu es nos limites pour l'instant.
Résidence principale, c'est 120 nuitées par an. Maintenant, pour des dépendances de résidence principale, c'est différent. Donc ça, je te laisserai voir aussi avec la mairie. Tu les Ok. appelles en amont. Bien vérifier ça. D'accord. Deuxièmement, pareil, exactement comme ce qu'on avait dit avant, il faut que tu aies un retour par rapport au prix auquel tu achètes. Et imaginons que demain, tu puisses pas louer en location courte durée, que ce soit quand même rentable en location longue durée. Oui, la longue C'est-à-dire que durée, il y a eu une évaluation, une estimation de la valeur locative et on est autour de 1100 € pour les deux. tu achètes combien là au total? T'achètes 160. Non, tu achètes plus que ça. J'achète 297 000, 95 000 € Ouais, pour 160 mètres carrés. ok. Ouais. Non, c'est correct. Ouais, c'est C'est correct. très Après, correct. d'ailleurs, le remboursement dépend quand même grandement de. De la Ah, ça LCD. dépend de ce que Ouais. tu veux. Ouais, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est toujours pareil. Si tu veux que ça couvre intégralement ton crédit, forcément, ça suffira pas en longue durée. Donc, il faudra de la location courte durée. Mais D'accord. j'espère que ton projet tient pas uniquement sur la location courte durée. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Non, du tout, c'est la résidence principale. Donc, avec l'avantage de la location, je me suis dit qu'il y a une bonne affaire à faire, quoi. En fait, je crois que ça va être le mot de la fin, ça. C'est vraiment la location courte durée en France, oui. Par contre, il ne faut pas que votre projet tienne uniquement sur cette exploitation-là. Il faut que ce soit la cerise et non le gâteau. Je suis absolument d'accord. Vraiment, il faut que ce soit uniquement ça. Et si derrière, ça tient la route en location longue durée, il n'y a pas de problématique, on va dire, à tester le marché en location courte durée. Ah oui, là, Mais il tu ne faut peux pas que t'amuser. le projet tienne la route. Sinon, c'est trop Ok, complexe. très bien, parfait. C'est bon, Je vais faire comme ça. Merci beaucoup. pas de quoi, bonne Pas soirée. de Avec quoi. plaisir. Allez, Bonne bonne soirée. soirée. On y va, les gars? Ouais, on a fait une petite heure et demie, c'est pas mal pour la Oui, reprise. On est plutôt bon, je pense que c'était de qualité en plus. Ouais. On a pu développer pas Voilà, mal pour de le coup, on a envoyé sujets. du lourd. Et comme d'habitude, on peut en faire des heures si on a envie. Ouais. Ouais, putain, là, on pourrait. Putain, la location courte durée, on n'a même pas tout dit. Hein. On en refera un autre space Franchement, parce que là, il y a beaucoup de choses à parler. Hein. ah, si Vas-y. tu me laisses sur ce sujet-là, je peux aller très loin. Mais bon, c'est pas le but aussi, il faut pouvoir répondre aux gens. Et c'est ça aussi l'objectif de Space, pardon, c'est de pouvoir échanger aussi de cette manière-là. Parce que nous, on peut vous raconter notre science, etc. Mais il faut aussi vous aider à vous développer et à avancer dans cette activité immobilière qui est vraiment très intéressante et pour moi indispensable, personnellement, je le pense, mais je pense que mes deux acolytes sont d'accord, par l'avancée de son patrimoine, en tout cas. Ouais, de toute façon, on en discutera d'ailleurs. Tu m'avais dit, du coup, Stan, il nous rejoindra ou pas? Ou tu vois avec Oui, c'est lui? juste qu'il faut que je vois avec lui et avec vous la Ok. date, mais dans l'idée, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Allez, ça marche. Bon, on en discutera avec lui parce que j'ai pas mal. On va peut-être pas mal. Enfin, on va peut-être être en contradiction sur 2-3 éléments justement Ah, par mais rapport il à le ça. sait, hein. Moi, ça m'arrive, de temps en temps, on est en contradiction, donc il faut y aller. Hein. Il ne faut pas se dire voilà, qu'il faut le caresser dans le sens du poil, il faut y aller. On est là pour ça, Allez, ça marche. Ça va être excellent. Moi, j'adore le débat en plus. Puis on est tous là. bien sûr. Pour ça, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez ou des thèmes qu'on veut aborder, que ce soit Simon, TJF Ouais, ou en moi. DM, il n'y a aucun problème. Envoyez-nous ça. Ça nous donne quand même du contenu pour d'autres spaces. Et comme je vous l'ai dit, on fait ça aussi pour vous. Donc, Ouais, et n'hésitez soyez surtout force de pas. Exactement. proposition. Hein. Soyez force de proposition parce que sinon, nous, après d'ailleurs, là, par exemple, cette semaine, on ne sait pas trop de quoi parler. Donc, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de la location courte durée? C'est venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais d'ailleurs, vraiment, parlez-nous de ce que. On peut parler de tout hein, dans l'immobilier. Après d'ailleurs, on n'a pas la science infuse. Mais voilà, on a un peu de bouteille, on va dire. On a un peu de réseau également. Donc, allez-y, balancez. Puis dans les prochaines semaines, on va inviter des gens. On parlait de Stan tout à l'heure, mais il va venir. Stan, c'est celui qui tient la chaîne Vendeur de Vérité sur YouTube. Avec lequel on va essayer de discuter. Et puis après, d'ailleurs, on aura d'autres professionnels de l'immobilier qui viendront nous rejoindre au fur et à mesure. On va mettre ça en place au courant 2025, qu'on soit plus régulier aussi. On va essayer de se mettre un coup de pied aux fesses, les gars, pour être régulier, pour faire les choses correctement, en fonction de nos dispos également. Et on vous encourage à intervenir aussi. C'était cool ce soir, 3 intervenants, mais systématiquement à intervenir aussi pour venir nous donner votre retour et puis après, derrière, venir nous poser nos questions. Et aussi à partager auprès de votre communauté, très important. Ouais. Ouais, pareil, ouais, liker, partager, machin truc, enfin tout le tintouin. Ah, c'est compliqué parce que je sais pas ce qui s'est passé ce soir. J'espère que le space va quand même être dispo en rediffusion. J'espère grandement. C'est qu'en fait, il va apparaître au bout d'un moment qu'il sera dispo en rediffusion. Parce qu'on est monté sur je crois, l'avant-dernier à 1800 quand même réécoute, hein, donc c'est énorme. Ah ouais, pas mal. Donc, ouais, celui avec Laurent, franchement, la dernière fois, il m'a demandé de lui renvoyer, donc je lui ai renvoyé. Mais en même temps, quand je lui ai renvoyé, j'ai vu qu'on était monté à 1800. Putain, c'est cool. C'est Donc, pas mal du tout, effectivement. ah ouais, franchement, pour du space comme ça, où c'est quand même, faut quand même s'accrocher un minimum. Je trouve que c'est cool. Merci messieurs, bonne soirée, bon courage à vous pour Merci cette à tout le semaine. monde. Oui, bonne soirée et à très vite. À plus. Et puis Ciao, au ciao. prochain Imo Talk. Ciao.